Bipède, bonjour, bienvenue sur ce nouveau CGY, je suis toujours le doc, et ouais, je fais toujours la même présentation, je sais, mais je ne change pas de pseudo, et je suis accompagné de Bibi, ça va Bibi? Eh oui, ça va. Bonjour Doc, comment vas-tu? Bien. Il fait beau, nous sommes à Paris, et nous sommes à Paris pas pour rien, pour toute une série d'émissions que nous avons déjà enregistrées, et entre autres avec celle-là, où nous allons parler beaucoup plus technique et recherche. Non, oui, c'est ça. Restez, c'est vraiment cool. Restez, on vulgarise, on va s'amuser, on va vraiment expliquer les choses pour que même les artistes, les animateurs du... Oh, j'ai pas dit le mot. Non, les artistes, non, n'importe quel artiste va essayer de pouvoir comprendre pour justement vulgariser un petit peu tout ce qui est vraiment très technique. Voilà. Oui, et on a... Ça va ratisser large aussi. On a prévu une émission Petits Oignons, là, ça va être vraiment cool. Exactement. Et oui, donc... Et on va pas parler que de technique non plus. Mais avant ça, comme d'habitude, si vous aimez notre émission, comment que c'est-il qu'on peut nous soutenir, mon petit Bibi? Eh bien, écoute, une fois n'est pas coutume, vous pouvez aller voir notre Patreon CGY. Ça nous fera énormément plaisir. J'en profite pour remercier d'ailleurs tous les Patreons bipèdes. Merci à vous. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous aider avec ne serait-ce que 1, 3 ou 5 euros, c'est selon vos bourses. Par émission. Votre bourse. Et du coup, il y a ça. Et puis, on n'oublie pas les spreadshirts, si jamais vous voulez du petit goodies. Ou tout simplement, un petit don PayPal. Ça paye pas de mine et ça fait énormément plaisir. Exactement. Voilà, donc tout ça, c'est si vous voulez nous soutenir, et puis bien évidemment avec les étoiles, les commentaires, les machins, et puis surtout, répondez simplement juste la bonne parole si vous aimez notre émission, d'en parler si vous êtes dans un studio, si vous êtes dans un établissement de recherche, si vous êtes dans n'importe où à vos amis graphistes, techos ou quoi, parlez-en si vous aimez notre émission, c'est le mieux. Oui, ou même les néophytes d'ailleurs. Et oui, bien oublie, sûr, mais bien sûr. Ou dans votre école, si vous êtes étudiant, etc. Ouais. Vraiment, faites-le. Ce sera déjà un grand pas de fait. Alors aujourd'hui, on a un invité qu'on a déjà reçu quand on avait fait l'émission sur le SIGGRAPH 2019. Oui, alors pour moi, c'est une première. Ça fait super plaisir. Et c'est Vincent Bachmatuc. Bonjour Vincent. Bonjour les bipèdes et les autres. Alors les quadrupèdes, je sais pas si on a des quadrupèdes. Non, mais faut être inclusif, ça se trouve, des gens avec des... Voilà. Ouais, non mais tu crois? Oui, ça dépend de l'âge, hein. C'est comme la fameuse, comment ça s'appelle, l'énigme du Sphinx, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. Oh, moi j'ai des potes qui sont aussi avec 2 roues, hein. Aussi, oui. Mais ça reste des bipèdes à 2 roues. Ah, c'est vrai. À 4 roues. Problème de mobilité. Ouais. Il faudrait essayer de faire de l'infographie en vélo, tiens. Ouais, ça se tente, hein. Oh la vache. Ouais. On est en train de digresser, c'est formidable. Alors. Ça commence bien. Cette émission va être très longue, comme d'habitude. Non. Alors, Vincent, tu es là donc pour nous parler de tech, justement, de recherche, surtout. Puisque, présente-toi, dis-nous un peu ce que tu fais, quel est ton travail de tous les jours, en quelques phrases. En quelques phrases en plus. Voilà. J'ai un boulot un peu chelou parce qu'il n'y a pas de mots qui le condensent. D'accord. À la base, j'étais infographiste 3D. Ouais. Et puis j'ai découvert la science et là, ça a fait boum. J'ai eu des étoiles dans les yeux. Je me suis rendu compte que j'aimais faire de l'art avec de la science. Et en plus de ça, il y a des gens qui se sont dit que j'étais employable pour ça. Donc j'ai bossé dans des centres de recherche pour faire des images de synthèse. Et il se trouve qu'on a trouvé un truc qui était à peu près marrant. On en a fait un service où on fait des images de synthèse physico-réalistes, c'est-à-dire des images dont la pertinence esthétique se rapproche de la réalité. Basé-mesure. Voilà. Comment ? Basé-mesure, c'est-à-dire qu'on mesure des matériaux. Ouais. Comme ça, le matériau, il est exactement ce qu'il doit être dans la réalité. Avec la lumière qui convient bien, tout le spectre de la couleur, blabla, enfin voilà.
Je vais de suite te faire une première digression. Ça a l'air super intéressant. Ça marche comment? Vous avez des machines pour tester tout ça, pour pouvoir identifier les mesures? Alors, ça ressemble à quoi? La première machine que tu connais très bien, c'est tes yeux et ton cerveau. Ok, c'est cool. Parce que voilà, c'est une Des fois, le cerveau, je sais pas bien comment il fonctionne, le mien perso. Hein. Il Ouais, dans l'heure de la journée, ouais. Et de ce que tu consommes, et de si tu es un garçon ou une fille, enfin, statistiquement, on voit des choses de manière un peu différente. Mais d'abord, la physiologie humaine, et puis ensuite, tu as l'optique, la physique, tout simplement. Et t'as tout un tas de machines capables de capter ce que c'est la réalité, avec plein de guillemets. Vous ne me voyez pas, mais si je fais des grosses guillemets avec les doigts. Qu'est-ce que c'est la réalité? En tout cas, on a des longueurs d'onde. On est capable, nous, l'être humain, de voir un certain nombre de longueurs d'onde entre l'infrarouge et l'ultraviolet. On ne voit pas, mais bon, voilà, l'arc-en-ciel est à l'intérieur. Et un certain nombre de capteurs est capable de voir ce genre de choses. Et basé sur ces mesures-là, on est capable de faire des relevés de couleurs, de luminance, parfois même de matière. C'est-à-dire que là, on le fait spatialiser, on récupère des textures. Il y a des chercheurs en France qui font ça très très bien. Je pense à toi, Romain Pakanowski, si tu nous écoutes. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On les met à l'intérieur d'un moteur de rendu capable de compiler ce genre de données. C'est pas que du R, du G et du B. C'est tout le reste. Cool. En dynamique, c'est-à-dire que peu importe ton échantillonnage, ton moteur de rendu va être capable de ressortir ça. Ça existe depuis longtemps. Hein. Ouais. Mais il y en a qui vont plus ou moins vite, il y a des trucs qui vont plus ou moins bien moins, les caustiques, etc. Ça dépend de l'état de l'art au niveau du moteur. Et une fois que tu as fait tes images, t'es content, mais tu les confrontes avec la réalité. Okay. Donc le truc le plus simple du monde, c'est tu fais ta scène en 3D, tu la fais dans la réalité, t'en prends une photo d'un côté, t'en fais un rendu de l'autre, tu compares les deux images, et là tu dis, bon, déjà, est-ce que ça se ressemble? Si ça se ressemble, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que tu as corrigé pas mal de choses au niveau de ton capteur caméra. Tu as mis le profil de la caméra à l'intérieur de ta 3D. Tu as dealé avec les tone mapping, avec les points blancs, etc. Enfin bref. Tu as la même réponse en couleur. J'ai pas tout compris de ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. C'est comme avec ton appareil photo, tu sais. Tu peux mettre ton point blanc, puis tu as la réponse en couleur. Ouais, tu sais. Je te jure, t'as alors, ton appareil photo. Le point blanc était là. Hein, Okay. Bon, tu prends ton iPhone, là. Ouais. Et tu prends Instagram, par exemple. Mm-hmm. Et à un moment donné, t'as les filtres pour faire façon vieille photo dégueulasse ou photo un peu mieux. Tes filtres là, c'est des réponses en couleur. Bon, il y a aussi des textures en plus, mais on s'en fout. On va rester juste sur la réponse en couleur. À ce moment-là, tu peux choisir si ton téléphone, il est capable de prendre une photo qui ressemble à un appareil Kodak des années 70 ou qui ressemble à un Canon EOS 400D, j'en sais rien. D'accord. Et cette réponse en couleur, elle est assez typique. Quand t'achètes un Canon, quand t'achètes un Sony, quand t'achètes autre chose, tu vas avoir des réponses sur ton capteur CMS qui est différente en couleur. Parce que ta courbe de couleur va être un petit peu tweakée. Ouais, il me semble que les Canon, par exemple, ils ont une meilleure restitution des couleurs de peau. Enfin, globalement, on va dire que ça se passe comme ça. Et puis les Sony, moi, j'avais regardé pour m'acheter un appareil. Et je crois avoir vu que les Sony, ils étaient plus vifs au niveau des bleus et des verts, ce genre de choses. Et quand tu vends des appareils photo, t'as envie de fabriquer des images tout de suite séduisantes. Oui, parce que forcément, ça c'est le côté instantané, machin, tout ça. Ouais. Et c'est là que tu corriges un petit peu tes profils colorimétriques pour faire apparaître les gens plus jolis et donc vendre plus d'appareils photo, etc., etc. Moi, dans mon domaine, moi personnellement, Vincent Bachmatuc, j'essaie de faire les trucs les plus neutres possibles, basés par rapport à l'illuminant de base qui s'appelle le D65. Allez sur Wikipédia, c'est vachement intéressant. On mettra le lien. Ou pas, vous pouvez aussi écouter CJ. Oui. Merci. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc mes couleurs elles sont neutres. Je fais mes images d'un côté en 3D, d'un côté avec un vrai appareil photo. Je les regarde. Si c'est pareil, je suis content. Si c'est pareil et que j'arrive à mesurer d'un point de vue mathématique la différence de couleur que j'ai sur mes pixels, je suis capable de m'affirmer en tant que oui, je fais des images qui sont prédictives, c'est-à-dire qui font de la réalité, enfin qui font pas de la réalité, qui reproduisent la réalité. Où je suis un peu à côté. Et donc fondamentalement, ce que je réalise est passé par toutes ces étapes de recherche où on est allé vérifier si la réponse en couleur était ok. Et en fait, de base, elle n'était pas ok, elle est rarement ok. Et les mecs qui font du VFX et qui doivent reprendre des couleurs à l'intérieur d'un vrai shot savent de quoi je parle. Parce que des fois, on tweak à la main pour y arriver, et des fois, c'est un peu frustrant de pas pouvoir le faire juste comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on met des petites boules chromées ou des boules grises avec les IBM là, les machins. Exactement, ou la petite, tu sais, la charte de couleurs. Le Magless. Voilà. On mettra tout ça sur les notes de l'émission si vous en voulez, etc. Si vous voulez être sûr de savoir ce que c'est.
Pardon ? Ouais. Et les gens qui font de la photographie l'utilisent aussi assez régulièrement. Ouais. Et bon, en dehors du fait de vouloir créer des images qui sont proches d'une réalité, et je dis d'une réalité de manière décente, t'as le droit aussi de penser à comment je fais pour mettre en équation l'esthétique d'une image. Qu'est-ce qui, dans une image, crée quelque chose qui est séduisant, est sexy? Est-ce que c'est mes contrastes? Est-ce que c'est ma composition? Est-ce que c'est mes couleurs? Blablabla. Et le fait de pouvoir mettre le doigt sur des choses qui sont finies, qui sont factuelles, qui sont figées, ça permet de répondre aussi à pas mal de choses sur la création d'une image. Et pas forcément de mettre une image en équation, mais en tout cas, de savoir de quoi on parle quand on essaie de faire de l'esthétique. Et de rendre une image de manière CG réaliste et en même temps jolie. Si j'ai bien compris. Il y a une différence entre le photoréaliste, où grosso modo tu vas faire une image qui va ressembler à une photo, mais qui n'est pas comparable à une vraie photo, et une image qui est physico-réaliste, c'est-à-dire qu'elle est pas faite pour ressembler à une photo, mais comme elle est liée par rapport à la physique de la réalité, et que ton appareil photo il essaye de faire à peu près la même chose, t'as deux systèmes de rendu différents en fait. T'en as un, c'est du CGI, et l'autre c'est de l'optique à travers un capteur CMOS, mais c'est à peu près le même délire. Hein. C'est aussi un appareil photo, une caméra dans la 3D. D'accord. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite digression aussi à nouveau, encore. C'est décidément, je crois que je vais être le larron de la farce. Là, pour ça, je vais pas arrêter. Mais récemment, on a entendu parler du ACES. Est-ce que ça a un lien avec ça ou qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là? Désolé, moi j'en ai pas entendu parler. Ah ouais. Okay, d'accord. Bon, eh bien nous ferons une émission dessus. On fera une émission dessus, on va faire nos devoirs et puis on en parlera. De mémoire, il me semble que c'est un outil justement pour pouvoir un peu gérer toutes ces contraintes qu'on a envers les différents capteurs et pouvoir ramener des profils. Et puis les profondeurs de couleurs, il y a une etc. différence entre... oui. Tu vois. Oui, parce qu'une couleur, ça se code pas que en R, en G et en B. En fait, tu devrais prendre tout le spectre de la lumière pour pouvoir coder une couleur. Et puis, c'est pas qu'une couleur, en fait, c'est des ondes. Et du coup, t'as toute la lumière qui est à l'intérieur d'une couleur, c'est vachement important parce que ça impacte aussi la façon dont tu le vois avec tes yeux d'être humain ou avec ton écran d'ordinateur. Mais tu peux dire, voilà, c'est ma couleur, elle est jaune. Si c'est un jaune qui est illuminé à 100 lux, est-ce que c'est le même jaune au niveau pixel, au niveau couleur et RGB, parce que finalement ton écran il affiche du RGB, il affiche pas du spectral. Est-ce que ça va être la même chose? D'accord. Et là tu rentres dans le WYSIWYG avec ta charte de couleurs, avec ta sonde de couleurs, What you see is what you get. Ouais, désolé. Non, t'inquiète, on va essayer. On est là pour vulgariser, on est là pour... voilà, allons-y. Grosso modo, j'essaye de faire des images qui ressemblent à la réalité. D'accord. Tu vois, t'aurais dû commencer par là, déjà. Ouais, mais bon... Tu pars dans des explications techniques, Vincent. Bah, on a dit que c'était une émission technique. Donc toi, c'est... Ouais. J'ai fait ça, j'étais content, c'était cool. Et les gens qui m'ont employé m'ont fait « Ouais, vas-y, fais-en un service. » Parce que tout le monde a besoin de ça, et là, tout seul, tu vas pas pouvoir tout faire. Du coup, j'en ai fait un service. On a dans la boîte dans laquelle je travaille, on a plusieurs centres de recherche. Il y en a un qui se trouve en Inde, et en Inde, on a 4 de mes camarades qui sont opérateurs 3D dans le domaine du rendu physico-réaliste. Nous, on utilise, dans la boîte dans laquelle je travaille, on utilise ces images-là pour parler d'esthétique sur des matières. Et on s'amuse plutôt pas mal parce que en faisant ça, on n'est pas que des opérateurs qui fabriqueront des images un peu à la manière d'un freelance à qui tu demanderais de fabriquer une image. Nous sommes des personnes qui réalisons une plateforme pour pouvoir organiser les ordres de commande, parce qu'on fait beaucoup d'images par année. Cette plateforme, elle distribue des images à l'intérieur d'une application, et elle distribue aussi des images à l'intérieur de rapports esthétiques qui te mettent, qui te font une belle présentation pour te dire, bah voilà, dans tel contexte, tel matériau réagit de telle manière. Et quand tu le compares avec celui d'à côté, bah tu vois que celui-ci il est beaucoup plus joli. Et le joli, tu peux le mettre en équation. Et ça permet de faire des choix esthétiques. D'accord, mais ça va être des choix esthétiques par rapport à quoi? Par rapport à une image réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme matière dans le monde réel, ou au niveau surfacing par exemple dans la matrice. Non, mais quand tu vas créer des images de toutes pièces avec du surfacing, quand on va faire des films d'animation, etc., où
c'est pour orienter des directeurs artistiques ou des gens de la mode. Non, ou mais des... c'est Non. hyper large en temps de réponse. C'est pour moi, tout, j'ai quoi. bossé pour des musées qui voulaient savoir quel était le rendu visuel à travers les matières que je fabrique. J'ai travaillé pour des architectes qui voulaient absolument avoir une matière qui paraisse dorée sous un certain angle du soleil. J'ai bossé avec des gens qui font du vitrage dynamique. Tu vois K2000 ? Ouais. Tu vois, Kit, là, la voiture, elle a des vitres qui s'assombrient quand elle va avoir Oui. un peu de... Bah t'as des verres de lunettes qui font ça aussi. Ouais, bah c'est la même chose, sauf que tu dois mettre du courant électrique pour pouvoir assombrir ton verre. Wow. D'accord. Et du coup, faire des scénarios d'usage à l'échelle d'un bâtiment pour éviter d'avoir des éblouissements quand tu travailles à l'intérieur et garantir sans luxe sur ton poste de travail. Sur ton poste de travail. Incroyable. Ah oui, ça va jusque là. À On l'échelle veut d'une acheter ville. des écrans glossy, mais on veut pas la réflexion. Gros sourire de ma part. Non mais c'est carrément ça. Le truc qui était cool aussi que j'avais fait l'autre fois à l'échelle d'une ville, valider que telle surface de bâtiment était pas trop concave ou pas trop convexe pour éviter d'avoir des caustiques super importants sur l'autoroute d'en face. Vérifier oui, sur oui. un bâtiment prismatique, C'est enfin qui avait une incroyable. forme prismatique, s'il y avait pas un des panneaux qui avait trop de watts au centimètre carré pour faire cuire un œuf, parce que avec les caustiques différents, bah tu vois, ça fait des niveaux d'énergie de malade. Ouais, non mais des fois j'ai des trucs surprenants un peu. J'ai bossé pour des portes de four aussi quand j'étais à la recherche à l'époque. C'est les portes de four qui Des t'ont portes de contacté four. directement. Non, des mecs qui font des portes de four, tu sais, les portes de four à sont vitrées. Et je trouve que La domotique, ça va loin aujourd'hui. Ah, hein. ça- non mais c'est un incroyable. truc de malade. Je savais même pas que ça existait en réalité. Les portes mecs- de four Les mecs, mais non. Ah non. mais- Oh le lourd. Non, qu'il y avait des recherches, non seulement sur l'esthétique de à quoi ça ressemble une porte de four, mais aussi que quand t'as un truc qui cuit à l'intérieur, faut pas que ça laisse passer la chaleur, sinon tu cuis aussi à l'extérieur. Oui. Donc Bah il faut oui. que tes infrarouges le reflètent. Et le fait de mettre des produits qui reflètent les infrarouges sur ta porte de four, ça impacte vachement l'esthétique en extérieur. Et t'as des mecs dans le monde de création d'électroménager qui se prennent la tête pour avoir une esthétique particulière et qui doivent dealer avec plein de performances Paramètres, spécifiques. des Incroyable. Et là, bah, et, voilà. là, et là, derrière, t'as un clampin qui fait de la 3D pour lui dire, bah tiens, c'est ça que tu vas avoir. J'adore. Et c'est mon J'adore. équipe d'agence touriste qui fait le Ok. boulot. D'accord. Super. C'est Ça, Il y a- c'est il y a d'autres incroyable. trucs, Ça a l'air hein. passionnant. Ouais, ouais. hein. Non, mais il y a des trucs de malade. Enfin, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de quoi, enfin, je sais pas, il y a des portes de frigo, une fois on a fait. Ça a été super là. Alors là, c'est pas moi directement, mais les techniques qu'on emploie et qu'on a trouvées sont utilisées aussi dans le domaine des pare-brise de bagnole, et notamment pour faire des tests sur des visions tête haute. Mais il y a pas que ma boîte qui fait ce genre de trucs, il y a d'autres boîtes qui font ce genre de bêtises, et c'est Ouais. assez marrant. En tout cas, on s'amuse bien. En ce moment, beaucoup plus avec l'architecture qu'avec le reste du monde, parce que c'est eux qui sont en demande de ce type d'image-là. Mais rien ne nous arrête en réalité. Ouais, c'est de haute volée quand même, c'est super. On est parti du principe où il fallait faire le matériau le plus pain in the neck, le plus chiant à fabriquer en premier. Comme ça, tous les autres, ça allait être un peu trivial. Ouais. Et, bon, on a commencé par un truc qui était bien relou, qui est le verre. Parce qu'il y a pas mal de réflexions, c'est transparent, il y a de la Les transmission, caustiques, les blabla. machins. Voilà, c'est bien relou. Et en fait, juste ils nous ont dit venez. Ouvert les bras, viens Aloha avec un Mais collier ce de qui est fleurs. génial, c'est que alors ce qui est génial et ce qui est pas génial, c'est que je peux discuter avec des gens qui sont mes pairs dans d'autres domaines, typiquement le VFX. Parce que quand t'as un Weta digital qui fait du rendu physico-réaliste spectral, bah forcément c'est ce que je fais. Et en même temps, ils comprennent que dalle à ce que je fais, parce que eux, ils font du VFX ou du cinéma, et moi, je fais un peu des trucs qui sont plus liés à l'industrie et à la recherche. Alors, L'ingénierie, ouais. Ouais, justement, par rapport à ça, arrivé à la date d'aujourd'hui, on en est, du coup, on est, bon, date d'enregistrement est fin novembre, Ouais. et on vient d'avoir une annonce très récente, comme Un quoi, truc de malade. un truc de malade, ouais. Non, Pour mais nous, j'étais en là, réunion, j'ai fait aujourd'hui. what? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mes collaborateurs qui m'ont regardé avec des gros yeux, ils comprenaient pas C'est pourquoi je génial, réagissais c'est comme du ça. teasing de malade. Attention, qu'est-ce Quelle est qu'il la va dire? news? Et j'ai dû tout lire à voix haute comme un couillon, parce qu'évidemment, c'était pas moi le speaker à ce moment-là. J'étais juste pas en train d'écouter la personne qui était en train de parler. Bref. Bon, bref. Yes, Et donc, yes. quelle Et donc est la cette- news, c'est Ouais. que Unity rachète la branche tech de Weta Digital. Si je me Pour trompe un pas. million Unity. six. Les mecs, 1,6 milliard six. les mecs qui font des moteurs rendus temps réel, quoi. Ouais. Rachètent la division technologique de Weta Digital. Les mecs qui font
trucs en Nouvelle-Zélande, là, des effets spéciaux de malade entre King Kong... Avec des bonhommes verts, là. les... Bleus, pardon, je me trompe. C'est l'arrière-plan qui est avec vert. Andy Serkis qui fait le guignol avec des points sur le nez. Ouais, c'est ça, ouais. On a réussi à pas citer le Seigneur des Anneaux, quand même. Et le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est vrai, ça. Non mais, Des petits bonhommes. c'est une évidence. C'est une évidence. Mais Non, oui, mais c'est la un boîte truc- de... donc, grosso modo, de- ces gens-là, qui étaient très orientés recherche dans le domaine du rendu, et qui avaient une division spécifique qui fait traditionnellement des sujets aussi graves. Les mecs, les nénettes et les mecs sont calés. Notamment une femme en particulier, Andrea, qui me met toujours sur le cul quand t'as fait un papier, parce qu'elle est absolument géniale. Donc tout cela, du jour au lendemain, passe de chez Weta Digital à Unity. à Unity. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, pourquoi? Bah, game changer de ouf. Attends, Unity, Unreal, et Epic déjà, qui se font la guéguerre sur les sujets. Weta Digital était parmi les précurseurs et les seuls à avoir une utilisation industrielle des outils de rendu en physico-réaliste, spectral. Ouais. On nous a fait un grand ramdam autour du PBR en disant tous les moteurs de rendu RGB sont capables de faire la réalité. C'est faux. PBR, c'est un terme marketing dans la plupart des communications qui sont faites chez les gens qui fabriquent des moteurs de rendu. Weta Digital a des technologies qui vont au-delà. PBR. Physically Based Rendering. Voilà. Merci. Non, c'était juste pour la petite... Des fois, Non, il y a un non, mais des fois c'est traduit par autre chose, mais grosso modo en français dans le texte, ça veut dire que tu as un moteur de rendu qui se base sur la réalité pour faire des images. Basé sur la réalité, ça veut pas dire physico-réaliste. Hein? Ouais, c'est chiant, c'est parce que c'est les mêmes termes, c'est les mêmes ouais. C'est pas compliqué, spectral dans un cas, Spectral, donc c'est les ondes. ouais, et On est c'est d'accord. RGB dans l'autre cas. Ouais. Et des fois, tu fais des simplifications mathématiques dans ton rendu pour aller plus vite parce que tu vends des moteurs de rendu, parce que ton moteur de rendu, il va vite. Pourquoi? Parce que t'es freelance et que t'as envie de faire le plus d'images possible. Parce que dès que t'as une image, tu la vends. Et du coup, chaque fois que tu fabriques une image, t'as de du l'argent cash, qui ouais. tombe. Et puis les boîtes de prod qui fabriquent plus vite des images, ça a un sens au niveau économique. Et de l'autre côté, juste, tu fais les images les plus longues du monde. Parce que ton intérêt, c'est pas d'aller vite. Ton intérêt, c'est d'aller juste. Ouais. Et grosso modo, je te fais un parallèle. Tu vois la pub de McDonald's où tu vois le hamburger super beau, là? Oui. Ça, c'est du rendu normal. C'est-à-dire D'accord. du rendu super séduisant, c'est super beau, t'appuies sur un bouton, tu tweaks un peu évidemment, hein. Mais t'as un truc qui est super beau, ça devient super séduisant très rapidement. Mhm. Et imagine le même concept, sauf que là tu viens d'ouvrir la boîte en carton de ton hamburger et tu vois la gueule de ton hamburger. Oui. Tu vois la différence entre la pub et la gueule de ton hamburger? Oui, en général, rendu c'est physico-réaliste. publicité mensongère. Oui, t'as l'impression de... Et voilà, le rendu ouais. physico-réaliste basé spectral, il fait la vérité. Donc en fait, ton rendu, il est moche, parce que tu l'as mal éclairé, parce que tes matériaux, ils sont un peu péraves, parce que t'as pris du fond ou de Lorraine Ayerblin à la place d'un truc un peu plus excitant en termes de Ouais, pour que ce VRDF, soit, que ce soit appétissant, Voilà. en fait. Voilà. Et quand tu ouvres la boîte, oui, tu vas dans le resto d'en face. Ouais, C'est bon, mais faut pas que tu le regardes, en fait. Mais c'est bon, mais en mode guilty pleasure. Bah après, il y a vraiment les deux usages. C'est-à-dire que d'un côté, t'as tout ce qui est NPR, non photoréaliste, ou photoréaliste, ou basé physique éventuellement, mais dans le but, c'est de faire des choses qui se rapprochent de la réalité, mais faut vraiment aller vite, parce que ton coût à l'image, il est important dans ton business model. Et de l'autre côté, fondamentalement, ce que tu vends, c'est de la précision. Ouais. Donc ton coût à l'image, à la limite, il fait partie des frais généraux, tu t'en fous. À la limite, si la 3D est même pas belle, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est que ça soit juste au niveau de l'image. Ouais. Oui, que ça rentre dans le cahier des charges de la direction artistique, voilà. Ouais. Que ça rentre dans le cahier des charges de la réalité. Et de l'autre côté, de la direction artistique. Oui, oui, Tu sais c'est bien ça, que les c'est ça. directeurs artistiques, des fois, ils sont à côté de leur pompe. Ben voilà. Non. Voyons, ça se saurait. Ok. Ben, j'espère que les bipèdes comprennent mieux. Je sais pas. J'espère. Bah écoute, Bon. En tout cas, moi, j'ai beaucoup mieux compris, qui suis un peu moins techos que vous, voire largement moins. Mais en tout cas, voilà, je me mets au niveau, alors sans faire de distinction, les meilleurs, les moins bons, mais je me mets au niveau artistique, au niveau vraiment vulgarisation, pour comprendre comment ça se passe
concrètement, sans termes techniques alambiqués, parce que j'ai pas fait les études pour. Concrètement, tu sais, moi... Mais mais voilà, enfin, les études ou les recherches ou voilà, on est d'accord. J'ai un DNTS, sciences électromagnétisme de je sais pas quoi, là, j'ai oublié d'ailleurs. Les trucs qui se touchent les bouts de bois. Ouais, non, j'ai fait de l'électrotechnique. D'accord. Et puis après, j'ai fait du jeu vidéo. Mais bon, ouais. Concrètement, Unity qui rachète la division tech de Weta, ça veut dire que dans quelques années, semaines, j'imagine pas, mais ça va offrir à tout un chacun qui utilise Unity des technos qui aujourd'hui sont hyper difficiles d'accès parce que tu as besoin d'un niveau technique à la base qui est pas celui d'un FOG classique. Ah ouais. Parce que quand t'es à FOG, t'apprends à faire des images avec V-Ray ou Corona ou je sais pas quoi, Arnold éventuellement, sur un DCC classique du type Maya 3ds Max, Blender pour ceux qui ont la hype derrière eux, mais t'essayes pas de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous le capot en réalité. Mm-hmm. T'essayes de comprendre ce qu'il y a sous le capot quand tu commences à devenir senior ou TD et du coup on te demande justement d'aller choper l'info savoir, là où il faut et pouvoir savoir faire les choses. Alors du coup, moi je me pose la question quand même, du coup, à quoi ça pourrait ressembler un moteur comme ça de spectral? Ou ça veut dire que quoi? En vrai, je crois qu'ils vont juste enlever tout le côté spectral, ils vont mettre que des RGB à droite à gauche. Ah ouais, parce que non mais c'est un tel changement dans les habitudes que c'est ça, les gens par ils vont rapport être à ça paumés, que je quoi. posais la question. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme à cette époque où t'as Disney qui a sorti son papier de recherche sur les matériaux PBR. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui savaient le faire avant. Comment il s'appelle leur moteur de rendu déjà? Oui. Oui, hein. Oui. J'allais dire Octane, mais c'est certainement pas ça. Non, je crois que ça commence par un O, mais... On va le retrouver. Donc. Oui, on va trouver ça. Bibi, au boulot. Et grosso modo, ça va permettre, tu vas avoir des éléments qui vont popper, des nouveaux slots dans tes matériaux, grosso modo, ou des choses qui vont, Hyperion. Ça commençait par un O, comme tu disais. C'est ça. Mais en fait, tu pensais à Auteuil, à Octane, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça. Qui est aussi un peu spectral. Et du coup, ça va popper aussi par effet de bord, tous les setups au niveau caméra, parce que tu vas te poser la question de comment tu fais une vraie caméra dans la 3D. Vraie caméra dans la 3D, c'est dire quoi? C'est pas juste un point dans l'espace qui demande une image en lancer de rayon. C'est un point dans l'espace qui demande une image en lancer de rayon, certes, mais à travers un certain nombre de lentilles qui vont donner des effets sur les bords sur les contours de tes éléments qui vont partir un peu de déformation, de diffraction. Ça va donner des petits arcs-en-ciel un peu à droite à gauche. Ça va être choupette, hein, clairement. C'est cool de faire ce type d'image-là for free et sans tweaker ça dans un logiciel de compositing pour ajouter des effets fake. Là, tu auras des vrais effets. Tu vas avoir une corrélation entre le shoot, pas le shot, beaucoup trop tôt pour ça, que tu fais dans la réalité et l'effet 3, et la 3D que tu vas réaliser pour faire tes effets spéciaux qui va être direct. Et pour peu que tu aies bien pris tes valeurs pendant le tournage, la prise de vue réelle, t'auras pas de color grading ou c'est un rapport. Oui, ce sera pareil quoi. Après le workflow il n'existe pas encore parce que là ils viennent d'acheter des technologies, le temps que ça rentre. Oui, qui se les approprient. Il faut une réalité économique derrière aussi. Les gens vont pas acheter ça juste parce que c'est écrit spectral. Ils vont acheter ça parce qu'il y a un vrai besoin au niveau du marché derrière. Ça changera pas, je pense pas que ça changera les habitudes actuelles telles qu'on l'a en prod aujourd'hui. Par contre, ça peut changer qui va acheter Unity. Oui, évidemment. Oui. Quel est le plus gros poisson qui va bouffer Est-ce que, par exemple, moyen un gros acteur de l'image de synthèse proche de la réalité va être intéressé à utiliser Unity, peut-être en temps réel ou pas, hein, mais il y a peut-être du ray tracing derrière. Moi, je vois un espèce de cercle vertueux, économique vertueux entre des gens qui font avec des cartes graphiques qui sont capables de faire du ray tracing, des gens qui sont capables de faire du temps réel et qui vont être capables de faire du rendu en spectral. Nvidia d'un côté, ATI de l'autre. C'est clairement ça. Et en même temps, des gros acteurs. Je sais pas, moi je m'appelle Ikea, j'ai besoin de faire énormément d'images de synthèse parce que j'ai un catalogue à sortir tous les 3 mois. Je l'ai fait pas avec V-Ray, je l'ai fait avec un moteur de rendu qui va beaucoup plus vite et qui me permet d'avoir un réalisme sans trop de problèmes. Du coup, malheureusement, payer des infographistes à faire du travail à la chaîne sans qu'ils aient besoin de penser à faire du rendu. Parce que c'est ça aussi le rendu physico-réaliste, derrière une caméra. Ouais. Du coup, t'as pas besoin de le tweaker ton truc. T'appuies sur un bouton et ça sort.
Je vais faire une micro aparté par rapport à ça. Justement, il y avait des papiers super intéressants, notamment, on avait traité ce sujet dans une émission parallèle CGY pour les Patreos, autour de Piper, où il y avait une caméra qui était un travail sur la caméra au niveau de la R&D chez Disney qui était très intéressant. Pas que, hein. Chez Pixar. Il y a énormément de choses. Il y avait d'autres choses dedans ouais. qu'on a traité aussi. Moi, je suis toujours complètement, mon cerveau, il est en mode what the fuck dès que je vois l'oiseau poser son pied sur le sol, quoi. C'est incroyable. Ouais. Je sais pas comment ils font ça. Donc, si Enfin, vous je sais voulez comment ils écouter font, mais je l'émission... sais pas comment ils se sont quel est le travail important qu'il y a derrière juste la R&D nécessaire pour faire bouger ces morceaux si je me trompe grains de pas, sable. pour ces grains de sable, c'est de l'instancing USD qu'ils ont fait. Donc du coup, Houdini. Ouais, d'accord, mais après, tout a été précalculé en amont. Alors du coup, mais tous les grains de sable bougent. Et tous les grains de sable, il y en a des millions et des millions. Et après, si je me trompe pas, il y a plusieurs couches. Donc t'as eu du rendu avant de faire du rendu. Ouais, évidemment. Ouais. C'est un truc de malade. On vous mettra les liens, mais parce qu'on avait trouvé une page, qui expliquait ça relativement bien. Il y a un article FX PhD qui en parle et qui fait ça bien. Ouais. Et surtout, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce petit Piper et sur ce magnifique court-métrage, n'oubliez pas d'être patriote, puisque cette émission est exclusivement réservée aux patriotes. Merci. Bien. Alors, on a fait un petit peu le tour de grosso modo ce que tu fais. Non, tu as encore des choses à rajouter. Non. C'est bon. Je sais pas, je fais d'autres Plein. Je fais d'autres trucs à côté. Mais alors, c'est quoi ces autres trucs à côté ouais, ok. De tout ça. Non, mais c'est-à-dire que ça, c'était le Vincent Petit. Ah. Le Vincent Grand, il a dû monter une équipe. Ouais. Et puis, il se trouve que, c'était bien de faire des opérateurs, mais c'était pas suffisant. Il fallait toute la plateforme qui allait avec. Eh oui. Du coup, il a fallu faire de l'UX, il a fallu faire du web, il a fallu faire de la TD mais un peu plus intelligente, il a fallu fabriquer des méthodes de travail qui permettent de mettre des morceaux de scène dans des morceaux de scène pour générer de la combinatoire. Et du coup, de infographiste 3D, je suis devenu un mec chelou. Je fais de la 3D, mais pas comme tout le monde, du coup. C'est bizarre. Sur ta carte d'affaires, t'as marqué mec chelou. Non, ils m'ont demandé de mettre chef de projet parce qu'il fallait bien mettre quelque chose. Tes couteaux suisses, techos. J'aime bien dire ça. Bien dire ça. C'est un terme que j'avais chopé sur un LinkedIn, je sais pas quoi, là, et je crois que je l'ai réutilisé pas mal de fois, couteau suisse. Ouais, c'est ça le truc, c'est que t'as un certain nombre de variables et d'obstacles, et tu dois y répondre, et au bout du compte, tu dois faire une image, voilà. Et c'est là qu'on m'appelle. D'accord. T'aimes faire péter les barrières, y a un truc qui m'empêche, là? Non, ça m'arrête pas. Ouais, c'est... T'es un peu le Hannibal de l'agence Tourisque. Sans le cigare et avec 5 kilos de plus, ouais. D'accord. Ok. Et tu aimes quand t'influences des moules sans accroc. On Exactement. est d'accord. Et alors, en termes de recherche, parce que tu vois beaucoup de papiers de recherche, tu vois beaucoup de choses comme ça. Faut que je fasse une veille importante parce qu'il y a plein de trucs et astuces ou de choses fondamentales qui popent dans les papiers de recherche. Ouais. Et c'est la meilleure façon d'avoir de l'information. Alors, tu peux suivre des vidéos sur YouTube, mais tu peux aussi lire des papiers de recherche. C'est pas si imbuvable que ça. C'est vrai? Ouais, je te jure. Faudra que j'essaye. Non, mais c'est génial. Moi, les deux, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est formidable. Pendant le petit-déj, le matin, là, je me régale. Allez, un petit PhD. Alors, non, mais j'ai mon petit rituel le matin. Alors, vas-y. J'aime bien lire un peu la presse internationale. Courrier international, c'est un peu mon truc, là. Je lis pas tout, hein. Je truc en travers, mais ça va très bien avec le café. Et puis, après, je regarde éventuellement le papier de un tel ou un tel qui m'a été conseillé par un pote ou que j'ai vu sur Twitter. Twitter est une bonne source d'information, comme vous le savez. D'ailleurs, si tu nous donneras si tu as des comptes à suivre dans Twitter, on les mettra en lien dans les notes de l'émission. Ça peut être super intéressant. Après, ça dépend de ton utilisation de Twitter, mais soit t'es en mode shotgun et tu tailles super large et du coup tu passes par les associations, soit tu es en mode sniper et tu vas juste spotter les gens, les docteurs en recherche, ou les gens qui suivent l'actualité de ce genre de choses de manière un peu plus précise. Ouais. Mais bon, on verra tout ça. Donc, avec ton café,
Courrier international Voilà, et papier de après, recherche papier de et Twitter recherche, papier de recherche. Voilà. Et puis du coup, je me lis ça. Alors, je me fais engueuler par ma meuf parce que du coup, elle dit t'es tout le temps dans ton téléphone, tu me regardes pas le matin. Après, je lui dis, il me faut du temps pour me réveiller. Tu parles, je suis en train de lire le petit papier de recherche sympa. T'as pas une tête de papier de recherche, écoute, change un peu. Et du coup, je lis ça tranquillou avant que les enfants se réveillent. Et puis, je recommence un peu dans la journée quand j'ai besoin. C'est pas tous les jours non plus, mais puis après, j'ai le fait de travailler dans ce domaine-là, au fur et à mesure, tu te fais des copains dans le domaine de la recherche qui t'envoient le petit papier qui va bien, qui te parle de tel élève qui est sur tel qui a telle thèse et qui peut éventuellement être intéressant si jamais tu cherches un stagiaire. Non, mais il y a des trucs cool comme ça qui pop. Et puis des annonces comme on vient d'en parler avec Weta Unity, où là, c'était comment j'ai eu l'information? Par mail, je crois. Qui l'a envoyé, je ne sais plus. Et en pleine Moi, j'ai dû réunion. voir et ça. voilà. Moi, mon rituel, c'est je me suis inscrit à plusieurs groupes Facebook qui relayent des informations. J'ai arrêté Facebook. Bah, c'est le seul truc qui m'y fait rester, en fait. C'est bête, mais... Moi, c'était mes tantes. Et puis en fait, j'avais l'impression de passer ma vie là-dedans. Ça m'a saoulé. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Et bon, bah, du coup, je surveille à travers ça. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur Instagram aussi pour pouvoir faire des micros vidéos de présentation de leur travail ou autre. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout sur Instagram. Peut-être que d'ici à ce que le podcast sorte, j'y serai parce que il y a de plus en plus de profils qui m'intéressent Moi, beaucoup. j'ai un compte, mais Reddit. j'ai pas encore investigué ça. Par contre, je suis pas mal sur Discord, parce que c'est pendant vrai. le confinement, il se trouve que bah voilà, tout le monde a utilisé Discord pour Ouais, dialoguer. c'est un chouette abord. Et il y a pas mal de salons liés à l'infographie, 3D, la recherche un petit peu, les moteurs de rendu, tout ça, qui sont assez populaires. Pareil, je te donnerai ça. On donnera tout C'est ça. un grand plaisir. Ouais. Et mais c'est assez cool de pouvoir suivre un peu l'actualité de cette manière-là, parce que du coup, t'es en prise directe avec les gens qui fabriquent ou qui utilisent. Et du coup, tu peux poser des questions. Directement aux gens et Ouais. les interpeller. Reddit aussi ou pas? Pas mal. Ouais. Mais c'est marrant, mon utilisation de Reddit, elle est plutôt en communication descendante. C'est-à-dire, je vois souvent des messages qui demandent de l'aide pour un truc en particulier. Il se trouve que je connais la réponse, donc je donne la réponse. Ouais. Mais rarement dans le sens inverse. Ou alors pour des conneries. D'accord. Mm. Ok. Bon, Moi, 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 j'aime bien la machine à même que c'est Reddit. Hein. Je trouve Oui. ça- Non, mais après, voilà, c'est une porte d'entrée du web relativement proche des portes de l'enfer, des fois. Ouais. S'ils sont sur le même palier. Et du coup, comment est-ce que se porte la recherche sur l'imagerie et tout ça en France et dans le monde avec avec après le snap de Thanos? Écoute, alors, je vais répondre par rapport à ce que moi je vois au quotidien. Oui, bien sûr. C'est ton point de vue. Oui, il y a eu un ralentissement, c'est clair. Après, les gens sont pas arrêtés de travailler pour autant. Hein. Mhm. Il y a du papier qui est sorti, il y a eu des salons, même si c'était en ligne et un peu chiant à suivre, je vous l'accorde. Il y a eu quand même de l'information qui est sortie, et du docteur qui ont fabriqué leur thèse, donc il y a du papier qui est sorti. C'était peut-être moins funky que ce qu'on a vécu post-Covid, parce que forcément... Post ou pré? Pré-Covid, oui. Pré-Covid, parce que voilà, je me mets à la place d'un étudiant qui se retrouve dans sa chambre d'étudiant, sans pouvoir sortir et qui doit réaliser sa thèse. Ça doit être super méga galère. Ouais, surtout que souvent c'est petit, ça doit pas être bien, Mais ouais. bien spacieux ou autre, ça doit être l'enfer, quoi. Après, moi je suis aussi vacataire dans des universités qui fabriquent du PhD, dans l'univers de... PhD, pardon. Pardon, docteur en informatique graphique. D'accord, merci. Et Doctorant. ouais. Et du coup, moi, c'est quoi mon truc? C'est que je donne des cours pour dire c'est quoi l'industrie, comment tu peux utiliser l'image de synthèse, tout ça. En général, ça les anime un petit peu. Je vois qui sont les élèves aujourd'hui, les années précédentes, et comment on a fait les cours pendant le Covid. Moi, ça a été ma pire expérience d'enseignant ever. Ah ouais? Ah, mais j'ai détesté. J'étais concrètement sur Discord à donner des cours qui normalement sont assez dynamiques, où j'essaie de faire participer les gens, parce que vous savez à quel point la tech dans la 3D peuvent être relous. Je leur montre des exemples, je leur parle des conférences, du milieu associatif, du tissu industriel qu'on a en France et dans le monde.
j'essaie d'apporter de l'énergie à tout ça, et un point de vue qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, parce que principalement, ils ont des enseignants qui leur parlent de hardcore, de tech, et moins de ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Une porte de four, oui. Mais là, j'avais des gens qui étaient, oui, présents, mais silencieux, dans Discord. Alors, quand tu les vois pas, si en plus tu les entends pas, tu te demandes à qui tu fais cours. Parfois des élèves qui comprenaient que dalle. J'ai même eu des élèves, en dessous de leur pseudo, il y avait écrit joue à Roblox ou joue ah merde, et, mais ouais, mais en même temps, tu les affiches, mais tu peux pas leur en vouloir parce que à ce moment-là, t'es dans une anxiété qui est assez importante et bon, je leur ai donné des sujets, ils ont fait les sujets, il y a eu des bons résultats, il y a eu des mauvais résultats, mais moi je l'ai pas vécu de la bonne, enfin, d'une façon sympa. Ouais, c'était pas évident ni pour eux ni pour toi du coup. Ouais. Alors en plus, moi c'est un truc qui me tient à cœur de faire de l'enseignement dans ce domaine. C'est un truc que je fais gratos pour l'université parce que j'ai la chance d'avoir un employeur qui est d'accord pour me payer pendant que je fais des cours. Ça c'est cool. Et qui se dit que quand on a un expert qui donne des cours à l'université, c'est cool pour eux aussi. Bon, voilà, il y a un côté win-win là-dessus. Et donc j'y vais vraiment avec beaucoup d'entrain, parce que je sais que ça me paye pas plus que d'habitude. Mm-hmm. J'y vais et cet entrain-là, c'est quoi? C'est le fait de partager la science. Partager mon point de vue et l'expérience que j'ai dans un domaine en particulier avec des gens qui commencent, des néophytes, et faire des rencontres. Et là, les rencontres, elles sont un peu nazes, parce que c'est que des noms ou des pseudos derrière un Discord. Ouais. Ce que j'ai pu transmettre, je peux pas le mesurer. Alors après, les personnes en charge de la formation m'ont dit que c'était cool, machin, mais quand j'ai partagé mon point de vue par rapport à la difficulté que j'ai vécu à faire quelque chose de dynamique, et je pense que le dernier cours, j'ai dit bon c'est bon, on arrête. Enfin, il était 4h30, on arrête là parce que voilà. Oui, il y a une démotivation. C'est pas une histoire de démotivation, c'est qu'à un moment donné, t'as une émulation dans une classe. Je pense que tu réagis par rapport à ton auditoire. Et là, l'auditoire, il existait, mais il était immatériel. Du coup, c'est chaud, quoi. On en avait parlé excuse-moi. Il y a souvent aussi, potentiellement une émulsion qui se fait où il y a toujours quelque chose qui se passe aussi. T'as toujours un élève qui dit, je comprends pas, du coup, tu réexpliques au tableau, et puis du coup, il y en a un qui réagit, qui dit, monsieur, comment faut faire ça, machin, et puis là, tu te fous un peu de sa gueule en disant, il faut le faire comme ça et comme ça, regarde. Et l'autre, il y en a qui en rigole, et puis du coup, tu te fais payer un café, puis tu discutes d'autres choses. Enfin, il y a quelque chose qui se crée, une vraie interaction. Ouais. Mais on en avait discuté dans l'émission sur les écoles. Notamment les écoles physiques les écoles de 3D physique qui avaient été confrontées bien évidemment au Covid et à faire de l'enseignement à distance et où ils disaient c'était très difficile. Donc voilà, écoutez cette émission si vous voulez en savoir plus. Mais ouais. Non, c'est effectivement, puis t'as pas l'étincelle, enfin tu vois pas l'étincelle dans les yeux, tu vois pas ou l'absence d'étincelle et où tu te dis je crois que là il a pas compris. Tout à fait. Tu ne peux pas savoir. Et du coup tu ne sais pas si ce que tu dis est accessible, a été accédé à un renvoi à voilà. Donc, concrètement, t'es devant ton ordi avec un micro devant ta bouche, tu vois personne et tu parles pendant 8 heures. Ouais. C'est chaud. Devant Black Mirror, quoi. Enfin. Et bon, moi, je montrais des exemples, je montrais mon écran, tout ça, mais il y en avait qui avaient pas la bonne connexion, qui allait bien, d'autres qui parlaient pas bien français, du coup, fallait que je répète en anglais, ça saoulait tout le monde. Enfin. Dur. Ouais, compliqué. Dur. Et là, j'ai refait l'expérience avec une salle pleine, il y a pas très longtemps, là. J'étais ravi. C'était très bien. C'était super. J'étais content. Et les élèves avaient l'air enthousiasmés. Enfin, c'était cool. Oui, parce que du coup, c'est vrai que ce qui doit être quand même pas mal passionnant, c'est que déjà, t'es quelqu'un de passionné aussi. Donc, du coup, tu le ressens en tant qu'étudiant, forcément, quand t'as quelqu'un en face de toi qui a envie de transmettre. Donc ça doit être déjà cool. Mais en plus, il y a aussi parfois ce que moi, je trouve qui est un peu peut-être moins accessible, c'est aussi ce côté de l'applicabilité de ce que tu es en train d'apprendre. Donc tu vois pas forcément comment l'appliquer dans un besoin ou dans un truc comme ça. Grosso modo, t'as un élève qui apprend à faire un rendu ou qui apprend à fabriquer des moteurs de rendu. On lui a montré un truc, il a fait un machin sur Shutterstock, enfin voilà, et il se demande à quoi ça sert. C'est ça. Est-ce qu'il y a une boîte d'anime ou une boîte de game ou une boîte de VFX ou une boîte qui fait de la 3D qui va m'employer pour faire ce que j'ai bien aimé faire là-dessus. Et puis aussi, t'as tout ce qui est déconvenu que tu dois gérer.
c'est-à-dire tous les gens qui veulent bosser dans le milieu du jeu vidéo ou du cinéma d'animation et qui se rendent compte au détour d'une de mes présentations qu'en réalité ils sont faits pour autre chose. Oui. Et là, il faut leur expliquer que non, en fait, c'est bien. Ça, c'est aussi ton identité Et c'est de cool. te tromper et Oui, de recommencer ça dans un nourrit domaine aussi qui est un peu à quelque côté. chose et c'est cool. Hein. Moi, j'ai fait 3 réorientations, hein. Donc la 3e était la bonne. Donc tant mieux, c'est cool. Mais au final, c'est vrai que bah voilà, il a fallu que je me trouve et que je me teste. Et c'est vrai que c'est aussi mes rencontres avec les professeurs qui m'ont permis de me rendre compte. Et t'as le droit ça. de pas kiffer un truc dans ton domaine Bien que sûr. t'as appris à l'école, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu fasses un métier où tu es heureux et qui te permet d'avoir une vie ailleurs que ton On est métier. d'accord. On est d'accord. Et du coup, est-ce que la recherche en France, en tout cas, se porte bien maintenant? C'est-à-dire, est-ce que les gens, est-ce qu'il y a des est-ce que les choses se relancent? Alors, est-ce que tous les chercheurs sont morts à cause du Covid? Non, il en reste. Ah, ça va, merci, merci. On est sauvés. Ouf, c'était pas la bonne moitié. Est-ce qu'elle se porte bien? Je sais que certains chercheurs ont des difficultés par rapport au mode de financement actuel en France, donc ça peut être compliqué et vécu d'une manière compliquée. À cause du Covid ou Non, globalement avant déjà il y avait un terrain qui était un peu glissant et le Covid a précipité un peu les choses. J'imagine. Je vais pas prendre les mots de quelqu'un d'autre. Hein. Le nombre de doctorants a baissé un petit peu. Enfin là, il est légèrement en train de remonter, mais il a baissé un petit peu ces 2 dernières années. Je pense que c'est lié à l'appétence qu'a le public autour de l'informatique graphique, particulièrement en France. Tout le monde le sait que quand on fait des formations dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'élèves qui vont plus dans des formations genre pour fabriquer de la crypto-monnaie ou faire de l'anti-piratage, trucs comme ça, que dans le domaine de l'informatique graphique. Il y a eu une ère où il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus abreuver ces formations-là. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. C'est en train de remonter légèrement, mais c'est une réalité. Et par effet de bord, bah forcément, ça c'est français. Je sais pas vraiment comment ça se passe à côté. Typiquement en Inde, il y a beaucoup plus de gens qui font du papier mais, dans le domaine de l'informatique graphique qu'aujourd'hui en France. Après. Il y a aussi comment c'est publié le papier, et quelle est la pertinence du papier. Il y a des fois il y a des choses qui sortent qui sont un peu bateaux et qui mériteraient pas forcément. Enfin, toutes les universités l'auraient pas forcément validé de la même manière. Qui font pas avancer la barque plus que ça. Ouais. Après, on a la chance, on est un pays où on était précurseur dans le domaine. Je pense que sur certains sujets, on l'a encore. On a un dynamisme au niveau talent qui est réel. On n'est pas les seuls, hein, clairement, la French Touch, tout ça, machin, ça c'est bien loin maintenant, mais on reste un pays qui fabriquons des gens capables dans ce domaine-là. Ouais. Après, est-ce qu'on sort du lot aujourd'hui? C'est difficile pour moi de répondre parce que mon point de vue il est très orienté par rapport à ce que je fais au quotidien, à savoir du rendu. Moi, des noms français qui pop dans le domaine du rendu, j'en vois. Je vois plus d'Américains. Oui, moi aussi, hein, pour le coup. Je suis toujours très très enthousiasmé et je suis toujours comment dirais-je, il y a un côté un peu magique à chaque fois que tu vois quelqu'un que tu connais ou que tu connais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui sort un papier qui est absolument monstrueux et que tu mets 3 ans à comprendre et qui est français. T'as un peu l'impression de toucher du doigt quelque chose et de participer du coup à cette magie-là. Mais ouais, il y a un petit... j'ai l'impression que c'est pas un ralentissement, mais il y a forcément un effet à ce changement de fashion, je sais pas comment on dit, de vecteur d'effet de mode, voilà, c'est ça que je cherchais, effet de mode. Ouais, là, par rapport à ça, du coup, t'as un peu parlé de tous les différents sujets qui pouvaient être abordés par la recherche, comme quoi il y avait eu un ralentissement côté recherche graphique. Et en même temps, tu le vois aussi dans les logiciels, quand tu vois le ralentissement des features un peu innovantes, enfin réellement innovantes. Oui. Là, on voit bien que depuis 6-10 ans, les softs ont du mal à se renouveler, et je pense que c'est lié. Et du coup, c'est par là que... Ouais, je t'en prie. Il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est un domaine de la science particulier. Nos docteurs sortent moins de papier de recherche que dans d'autres domaines d'activité.
D'accord. Du coup, on peut pas mesurer la compétence juste avec le nombre de papiers sortis. Ouais, tu veux dire que du coup, le ratio dans tout le parc de docteurs qu'on a, il y en a vraiment une infime partie qui est spécialisée dans notre domaine, quoi. Il y a des domaines de la science où sortir 3 papiers par an, j'exagère, c'est normal. Ouais. Et toi, quand t'as sorti un papier tous les 3 ans, c'est déjà chaud. Enfin, t'es déjà brillant. Ok, quoi. d'accord. Ouais. Là, c'est vrai que moi j'aime beaucoup regarder ce qui se passe du côté de Grenoble au niveau de la recherche. INRIA, ouais, c'est super. Ils sont ouf les mecs. Ouais, ils sont Ils sont pas ouf, ils sont géniaux juste. Je vous aime les gars. Quel institut? INRIA, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, et du coup, c'est vrai que j'aime bien regarder ces papiers-là parce qu'ils font de la recherche vraiment très intéressante. Là, je suis tombé moi passionné de tout ce qui est recherche au niveau de la géologie, si je peux dire. C'est le rapport à la création de monde, à la création de terrain ou autre qui peut se passer. Il y a un fort, pôle. Il y a pas que l'INRIA qui est sur qui sont sur ces Oui, sujets-là, mais c'est absolument pas mais passionnant. c'est ces papiers-là qui me passionnent, moi. Un peu comme toi, tout ce qui est generative design, à l'échelle d'un territoire ou même à l'échelle de matériaux, hein, des trucs qui sont assez passionnants. Il y a des reproductions de villages gaulois ou autres. Ils font des trucs vraiment malades, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ça. Et puis ça ratisse large aussi. Et justement la question que j'avais qui allait glisser un peu, c'est notamment par rapport à ce qu'on entend maintenant, qui est presque un gros mot, le machine learning ou le deep learning. Est-ce que tu penses que de ce côté-là, qui est pas tant de l'image de synthèse, mais moi je sens qu'il y a un petit rapprochement qui se fait avec ces nouvelles technologies qui pourraient arriver vers l'image de synthèse. Alors moi j'ai un avis qui est pas super politiquement correct là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dès lors qu'on met machine learning ou IA ou quelques mots-clés comme ça mot, à l'intérieur de quelque chose, tu t'agites le checker et tout de suite ça devient beaucoup plus bankable. Ouais. Et du coup t'as des softs qui n'ont pas véritablement changé. Qui sortent avec ces mentions-là, juste parce que c'est effet de mode, fancy à l'intérieur du pitch marketing. C'est le nouveau effet de mode du coup. Et du coup, est-ce qu'au quotidien ça change ta manière de travailler? Non, pas du tout. Est-ce que c'est plus rapide? Ouais, pour les débruiteurs, il y a des trucs qui sont vachement intéressants. Est-ce que t'as envie d'avoir un débruitage de sagouin sur une image et du coup ça te donne une image qui est toute chelou là parce que ça fait des espèces de gros paletés dégueulasses? Non, c'est des trucs qui s'utilisent de manière un peu parcimonieuse, j'ai envie de dire. Le upscaling, peut-être. Donc, le fait de faire passer d'une image 2K à 4K, ce genre de choses. Ça marche. Alors, j'ai vu des exemples qui marchaient très très bien. Je pense qu'on suit tous les mêmes chaînes sur YouTube, et du coup, voilà. On les mettra en ref. moi, j'ai essayé. Enfin, j'ai utilisé les mêmes papiers de recherche et j'ai essayé. Franchement, j'ai pas conclu par c'est utilisable. Ouais, j'ai conclu par faut que je continue à chercher pourquoi c'est meilleur sur YouTube que sur le PC. J'ai essayé aussi l'interpolation d'images en machine learning. C'est-à-dire que plutôt que de faire une tournette avec 100 images, tu fais une tournette avec 4 images et puis du coup ton IA fabrique les images entre. Ouais, bien sûr. Bon, ça marche, mais aujourd'hui, ça marche. Enfin, le hardware dont tu as besoin pour faire une image en 2K est vraiment très très important. Donc aujourd'hui, ça marche en 640 par 480 et encore, j'ai galéré. Ouais. Donc ça peut être cool pour réduire ton coût à l'image. Quoique, t'as aussi l'énergie nécessaire pour... Du proto, du coup. Tu vois plus comme du proto, c'est ça? Aujourd'hui, ouais, c'est pour moi en tout cas. Non, mais je suis d'accord. C'est toujours pas un outil prêt sur l'étagère. Et si j'ai besoin de l'utiliser, il va falloir que je développe des trucs en plus. Et je dois faire l'équilibre entre est-ce que je développe ça ou est-ce que je développe une autre feature. Oui. Donc en termes de priorité, là, le machine learning d'interpolation d'images, oui, il est dans mon scope et oui, on fait des trucs. Mais oui, les conclusions sont pour l'instant, ce n'est pas industrialisable dans mon service. Par contre, ça reste un sujet de recherche appétant. Après, la construction d'univers en IA, je sais qu'il y a des choses qui existent. Les résultats sont plutôt prometteurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai pas su le mettre encore en prod. Pour l'instant, mon workflow est pas capable de prendre des choses comme ça. Ça demande des bases de données importantes en termes d'objets 3D bien faits. Et moi, ma base de données est encore assez... Enfin, il y a beaucoup de trucs, mais elle est pas suffisante pour nourrir ce genre d'univers. Et du coup, ça va plus vite de demander à un artiste 3D de fabriquer 3 rues, mettre 3 voitures et 2 palmiers dans le champ de vision plutôt que de faire ça par IA.
Après, je suppose que dans le domaine du gaming, tu as beaucoup plus d'intérêt là-dedans. Ouais, notamment côté Marvel Spider-Man, où il y a des trucs de malades qui se sont passés. Côté Ubisoft aussi. T'as des scènes, je sais pas comment ils en sortent. Hein. Non, je sais pas non plus. Et puis régénérer chaque nuit. Régulièrement, je dois récupérer des bases de données de New York ou de grandes villes, et je suis confronté du coup à où je vais chercher ma donnée d'origine, comment mettre des textures, des matériaux dessus à peu près intelligents, et avoir un niveau un LOD qui est à peu près cohérent par rapport à mon point de vue de caméra. Je sais pas comment ils ont fait. Level of details. Oui. Alors c'est formidable tout ça, mais c'est de la recherche. Ouais. Comment est-ce que concrètement dans l'industrie comment ça se des matérialise VFX, dans l'industrie du cinéma d'animation, alors on parle un peu du jeu aussi, mais là il y a une petite chose un peu particulière par rapport à la tech, mais comment est-ce que concrètement ça rentre dans les workflows de studio? C'est super simple, t'appelles ton TD et il te le fait en 2 secondes. Il va te faire un bout de Python là. Tu fais un ticket et c'est fait. Voilà. Non, mais je veux dire... Chaque boîte fonctionne différemment, mais je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est quand t'as un département recherche qui va te faire des proof of concept, et une fois que le concept est validé, tu le mets en prod. Et la partie mettre en prod, c'est un travail en soi. D'accord, mais du coup, il va aller chercher, c'est donc au département R&D d'aller regarder justement ces papiers, ces softs... C'est mon point de vue personnel, c'est-à-dire que t'as des opportunités qui sortent en papier de recherche ou pas en papier, et du coup tu le fais déjà en workflow et tu dois le développer à la R&D. Mais il faut, enfin, ça doit être un projet, un mini-projet, un sujet particulier. Tu sais où t'atterris, tu sais pas comment faire encore pour faire la séquence, ton voyage entre le moment où tu démarres et le moment où t'atterris. Par contre, t'as bien une target de fait, avec un budget assigné, avec un temps annuel de positionner dessus, et du coup tu mets des gens, de la ressource RH, sur un sujet pour qu'ils arrivent, s'ils n'y arrivent pas, ça fait partie du deal. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à faire leur travail, ça veut dire qu'ils ont juste appris d'autres choses, et parfois une erreur est beaucoup plus riche d'enseignement que de réussir un résultat. Mais tu vois, c'est des mini-séquences de projet. Et donc, pour moi, il faut faire quand t'es une boîte, tu dois faire une roadmap sur ta R&D. Et dans ta roadmap, tu dois assigner des ressources. Et à ce moment-là, tes ressources, ça font uniquement ça. C'est pas un tour de prod que tu fais de la R&D. Enfin, tu peux en faire, mais c'est pas la même chose si tu travailles une semaine ou 3 jours sur un truc que si t'as ton année entière à trouver comment faire les meilleurs matériaux du monde pour Mister Indestructible. On sait rien. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais peu importe le sujet. Moi, je sais qu'il y a pas mal de boîtes depuis 2019 qui se sont dit tiens, on va changer notre workflow et on va mettre un peu de temps réel à l'intérieur pour afficher nos VFX. Celles qui ont réussi, c'est celles qui ont mis les moyens RH derrière. R&D, tu veux dire. Les moyens humains, pardon. Oui, d'accord, ok. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont recruté... soit recruter la R&D, soit dit à leur TD qui était vraiment un mec axé R&D. Ouais. Tu sors de la prod parce que ça marche très bien ton truc, et on va mettre juste un dev. On va mettre un dev à ta place parce qu'il n'y a plus besoin de rien d'inventer, il y a juste besoin de faire du management du support. Ouais. Et puis ils l'ont propulsé à la R&D. Le mec, c'est cool. D'accord. Le ninja, il est dans tous les sens, il s'éclate, quoi. Je pense que les devs qui sont capables d'innover avec des solutions pratiques en prod sont aussi capables d'innover à la R&D. Ouais. Et de la même manière, là je parle de dev, mais c'est pareil pour un Infoc 3D qui aura une vision un peu singulière de la façon de fabriquer un matériau, ou un rendu, ou un machin, ou une modé. La modélisation automatique autour du generative design lié au nœud de modélisation qu'on peut utiliser dans les outils, dans les DCC, c'est aussi un truc génial. Et les gens qui sont capables de penser de cette manière-là, de rationaliser une méthode de modélisation, ça devient une richesse hallucinante. Et si on les laisse juste à être opérateurs pour fabriquer des kikis dans une animation, c'est dommage. J'en profite d'ailleurs pour citer la fabuleuse Anastasia Opara, qui est une artiste de génération procédurale comme ça, et elle a ce truc-là, et c'est fascinant de voir ces talks. Moi, j'ai rencontré des gens en prod qui fabriquaient, je sais plus, des fenêtres, je crois. Et en fait, il avait fait une méthode qui faisait toutes les fenêtres du monde. Et en 3 clics, il n'avait pas besoin de plugin, en 3 clics, il se faisait toutes les fenêtres du monde. Du coup, pour habiller des villes, c'était pratique, quoi. Tu prenais le même gars, tu lui demandais de faire du dépliage du V, il était nul. C'était horrible. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, alors, ce qui veut dire qu'on se bat, parce que les recherches, pour moi, excusez-moi, je suis un peu neuneux, mais
Les recherches, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort d'un papier de recherche? C'est des algorithmes, c'est des formules mathématiques, c'est des plugins, c'est... La recherche fondamentale en physique, dans l'optique, ou dans l'infographie, dans l'infographie, ça va te donner des solutions pratiques pour fabriquer des pixels, des images, basées sur des algorithmes, et donc des maths. D'accord. Genre du ray tracing sur Metropolis, c'est un peu dur quand même. Metropolis, c'est une méthode de calcul, c'est des maths, bref, on s'en fout. Oui, moi j'avais le film de... Mais ça a été développé au 1900. moment du projet Manhattan pour calculer les répercussions des grosses bombes qui tuent plein de gens, et à la fin c'est utilisé dans des moteurs de rendu pour fabriquer des images. C'est génial. Waouh. D'accord. Ouais. Donc là, c'est l'armée qui arrive jusqu'à l'image de synthèse? Tu sais que l'armée fait des moteurs de rendu qui ne sont pas dans le domaine du visible, mais pour prédire des simulations de mouvements de missiles, enfin de déplacements de missiles. Ils ont leur branche Houdini à eux. Non, mais c'est des domaines de recherche qui sont applicables à plein de trucs. Des trucs qu'on a trouvés en CGI, dans notre domaine, sont réutilisés dans le domaine médical pour isoler des cellules cancéreuses d'une manière beaucoup plus rapide. Ok, avec wow. des trucs de malades qui sont réutilisés. Et d'où l'intérêt de faire un papier de recherche. C'est-à-dire que tu trouves un truc, t'as l'impression que c'est un peu naze parce que c'est un truc que t'as trouvé comme ça, t'as expliqué comment ça marche. Les pairs ont dit ouais d'accord, personne l'a trouvé avant toi. Du coup c'est publiable. Et c'est réutilisé 2 ans après, 10 ans après, 100 ans après, en mode ça c'est une technique de malade de ouf. Grâce à ça. C'est pas bête cette approche. C'est grâce cool, à ça, je fais un outil pratique. Alors là, dans le domaine du numérique, ça va être un logiciel ou un service ou un machin. Mais du coup, ça en devient une réalité économique, et du coup, ça fait vivre des gens parce qu'ils travaillent dessus, blabla. D'accord, donc ça peut être quelque chose qui va, une méthode de calcul, une méthode de séparation de couleurs, j'en sais rien, et qui n'est pas forcément axée sur une industrie. C'est fondamental. C'est ça. C'est-à-dire que le docteur en recherche qui va trouver comment on fait de la simulation de fluide et d'élastomère à l'intérieur d'un moteur 3D temps réel. Là, sur le coup, on va trouver son exemple rigolo parce que ça bouge dans tous les sens, mais on va bien se demander mais à quoi ça sert. C'est ça. Jusqu'au jour où, je sais pas... Il y a quelques motion grapheurs qui vont s'amuser avec et qui vont faire des trucs complètement ouf. Prochain film de Spider-Man, le fluide qui sort de son corps, là, ça va être tout chelou et ça va prendre une forme toute bizarre et vachement bien réalisée parce que ce papier de recherche est sorti et du coup... D'accord. Alors, et on va utiliser ces calculs, on va utiliser cette méthode-là pour pouvoir calculer telle ou telle chose dans Houdini, dans machin, dans truc, dans n'importe quel... RGB, ça date de 1931. C'est pas un papier de recherche, c'est un conglomérat qui a choisi la méthode de... Mais bon, oui, tu vois, tu as des trucs hyper anciens qui repopent comme ça dans des choses actuelles parce que ça a été publié. D'accord. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça, du coup, c'est assez certainement codite de ma part, mais est-ce que c'est légal d'adapter un papier comme ça qu'on trouve sur Internet ou autre? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays, ouais, ça dépend de où ça vient. Ouais, ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays, ils s'en foutent, ils prennent ce qu'ils veulent et puis voilà, ils font des outils. Ah, c'est les pays qui choisissent, enfin, c'est ça dépend de la législation dans laquelle tu vis qui importe. Ouais. Mais j'ai vu des outils qui utilisaient des méthodes publiées par des gens que j'avais lues par ailleurs. Et qui n'ont jamais crédité ou qui n'ont jamais donné un centime. Bah oui, parce que du coup, c'est par rapport à ça qui est super important. Ce qui est rageant, parce que des fois, t'as des docteurs qui arrivent, qui ont fait des tests de malades, et qui font des papiers 5 ans, 8 ans, géniaux. Et d'accord, ils ont peut-être eu un poste génial par ailleurs derrière, mais quand le truc qu'ils ont trouvé est réutilisé, pas de manière pirate, parce que c'est légal dans les pays, mais et réutilisé comme ça gratos, c'est un peu rageant. Donc il y a pas de droit d'auteur en fait. Alors ça dépend de qui tu es, où tu te trouves, pour quelle industrie tu travailles. Et pourtant c'est un papier de recherche. Et là, la législation du pays. T'as des pays, à partir du moment où c'est trouvable sur Internet, c'est bon. C'est bon, tu peux l'utiliser sans trop de problèmes. Oui, d'accord. J'ai l'impression que les Français sont généreux de ce côté-là justement, non?
Moi, je vois beaucoup c'est de pas papiers les- qui sont plus ou moins publics. Ouais, qui parce sortent que facilement. avant les papiers étaient publiés dans des revues spécialisées, du coup Ouais. tu devais acheter machin. Après ils ont essayé de faire la même chose, enfin mettre le même modèle économique en ligne, c'est-à-dire que tu devais payer une redevance pour pouvoir accéder au papier. Mhm. Et en fait, dans le domaine de la recherche, il y a un esprit, surtout dans la recherche dans le domaine du numérique, il y a un esprit un peu GNU là, tu sais, logiciel libre, tout ça. Ouais. Et il y a une volonté de pas mal de chercheurs à publier directement très largement les... Oui, c'est eux qui publient Ouais. et qui offrent leurs Ouais. recherches au Je connais pas public. tous les tenants et aboutissants de ce sujet-là, il faudra demander directement des docteurs, mais il y a une vraie tendance là-dessus. Ouais, De partager, c'est cool. parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de brevets et de choses comme ça. Enfin, Ouais. on entend tout le temps parler de brevets. Ouais. Tu déposes Alors, un truc avec une brosse à dents avec juste 12 poils, C'est tu moins- vas pas balancer un brevet. C'est aussi le cas en France, c'est moins le cas en France, parce que c'est pas le réflexe Ouais. direct. Bon, t'as toujours ces histoires d'enveloppes, là, des fois il y a des gens qui font des enveloppes pour Des enveloppes. INPI Ouais. D'accord. Pour la propriété Ouais, intellectuelle. mais bon, c'est pas rare de voir un soft qui est vendu que à travers un système qui est lié à un pays en particulier, utiliser des papiers de recherche d'autres personnes sans aucun crédit. D'accord. Et c'est pour ça que parfois que t'as certains logiciels qui est inachetable ailleurs que sur leur plateforme à eux. Parce Ok. que D'accord. le truc est pas vendable sur un autre territoire. Ok. Mais ça, c'est... Putain, c'est ouais. C'est dur, ouais. Elle était pas si Légalement, candide que ça, ça fait la chier. question au Enfin, final. c'est- ouais, Bah, ouais. c'était une Mais vraie en fait, interrogation que j'avais par se rapport à pose ça. la même quoi. question de, je sais pas, ton assistant de recherche ou même en prod. Des fois, en prod, on trouve des trucs qui sont assez sympas, voire carrément bien. C'est pas du tout pour dénigrer la prod que je dis ça, mais t'as ton pote de galère où t'as fait quelques nuits blanches avec pour déployer un truc qui sort parce qu'il se fait tège ou parce qu'il a envie de travailler à Montpellier plutôt qu'à Paris et qui redéploie la solution que vous avez trouvée ensemble. Mhm. T'as pas déposé de brevet, bah macache quoi. Tu vas dans le baba. En plus, Évidemment, dans le domaine du logiciel, c'est un peu particulier un brevet. C'est la méthode que tu dois déposer et pas le code en lui-même. Ok. Donc, tu D'accord. restes propriétaire du code quand même, mais sauf si ton contrat de travail définit qu'il est Bah. propriétaire du code. Enfin, c'est un peu chelou. Et il n'y a pas de trucs genre Creative Commons ou des choses comme ça où tu peux déposer du code et le protéger. Alors le protéger pas forcément pour récupérer des Non, droits, pour récupérer de l'argent, mais en Quand- tout cas pour garder la paternité. Quand tu es dans ce mindset-là, oui, tu le fais. Mais quand t'es à l'arrache parce que tu dois sortir du métrage en veux-tu en voilà, bah, ta priorité, c'est de sortir des images. Ouais. C'est pas de penser aux petits trucs que tu penses tout à fait trivial parce que t'as l'impression que tout le monde fait pareil et qu'en fait, c'est une idée de malade. Mhm. Mais oui, Parce que ton mindset, c'est pas, enfin, Ouais, à ce ouais, moment-là, ouais. c'est juste de finir avant la fin de la semaine et de livrer en temps et en heure ton client. Parce que quelque part, c'est aussi quand tu es développeur ou quoi, enfin ou docteur en recherche ou quoi. Enfin, je veux dire, tu es t'as envie d'avoir ça sur ton CV. Enfin, je veux dire d'avoir cette paternité. C'est toi qui l'as trouvé. Enfin, t'as passé genre Payé 3 en ans. visibilité. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ne serait-ce que dire oui, j'ai mon papier de recherche et en plus, regardez, le code est là et j'ai mon nom dessus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas pour avoir des faire, signatures sur des publications, c'est un truc intéressant quand tu essaies d'avoir un certain nombre de diplômes. Ouais. Participer à certaines prods et pouvoir déclarer ça dans ton CV, c'est aussi intéressant quand tu essaies d'aller dans certaines boîtes qui demandent de regarder très précisément ce que tu as fait par le passé. Et plus tu vieillis, plus c'est essentiel. Maintenant, bon, effectivement, quand tu sors de l'école et que tu as la chance de travailler un petit peu avec quelqu'un qui est génial et qui trouve un truc avec lui, bah, tu penses, à ce moment-là, je suis désolé, tu penses pas à dire ouais, j'existe. Mais je suis passé par là aussi. Je veux dire, il y a de mes images qui ont été publiées encore très récemment et que j'ai vues par hasard. Et je suis juste dégoûté qu'on les utilise sans citer mon nom. C'est juste une réalité, quoi. Et bon. D'accord. C'est pareil pour les gens qui sont à la maison des artistes et qui fabriquent des images directement et qui ont cédé tous les droits et qui sont pas payés alors que l'image est mais ils toujours ont cédé utilisée les 10 droits. ans Oui, après. mais ils ont signé un papier comme quoi ils cédaient les droits quelque part, non? Et quand t'es freelance, c'est que tu cèdes tous tes droits avec une image, t'as l'impression que c'est que dalle et en réalité elle est trop bien ton image. C'est comme cette histoire de la personne qui a designé la virgule de Nike. Oui. Qui n'a jamais eu de reconnaissance et tout ça. Ouais. Oui, je crois qu'il s'était passé un peu la même chose avec, si j'ai pas de conneries, avec Tetris. Le créateur de Tetris, en fait, avait balancé son jeu, c'était un russe, et en fait, s'est dit, bon, ça marchera jamais. Et je sais plus qui s'en est emparé, et d'un coup il a fait non mais c'est moi qui non mais ta gueule, non mais si c'est moi qui, et puis
je crois qu'il y a eu un procès. Il devait y avoir un film d'ailleurs sur Tetris, sur l'histoire de ce truc-là. Enfin bref, j'adorais un film sur Tetris qui commencerait par Vous nous remercierez pour avoir la musique toute la journée. Est-ce qu'il y a en France et dans le monde des moyens de fédérer les recherches, ou en tout cas les gens qui font des recherches pour justement se rassembler, se montrer un petit peu, ou des curieux, ou mis à part aller chercher sur le site de l'INRIA, sur machin, mais est-ce qu'il y a des je sais pas, des colloques de docteurs, un Discord, parce que les Discord, des machins, je pense que c'est des choses individuelles. Il y a un groupe Facebook qui s'appellerait Docteur en Recherche. Voilà. Voilà. La confrérie des docteurs. La confrérie des docteurs sur Facebook, by Meta. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses, des associations qui vont faire tout ça? Il y a des assos à droite à gauche, hein. Il y a des Discord aussi, il y a des groupes Facebook aussi. Tout ça, ça dépend de ce que tu cherches en fait en tant qu'utilisateur. Il y a un phénomène qui est assez factuel, c'est que on fait moins de communion d'experts. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour faire un event, boire des bières avec je sais pas moi, CGY ou je sais pas quoi là. Mais, oui, bien sûr. On est tous d'accord pour aller au PDS tous ensemble parce que c'est une fois dans l'année ou aussi grave de temps en temps. Après, participer à un effort collectif autour d'une association pour fédérer un peu tout ça et pour essayer d'avoir une segmentation des centres d'intérêt et de promouvoir une certaine qualité de travail, promouvoir une certaine méthodologie, promouvoir un certain savoir-faire. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on adhère à une association, on veut un retour sur investissement direct. Une association, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour fédérer tout le monde ensemble. C'est à but non lucratif. C'est à but non lucratif et c'est compliqué ça devient de plus en plus compliqué pour tout un nombre de personnes d'encaisser ça, d'accepter le fait que oui, on peut faire des choses à but non lucratif. Et oui, puis ne serait-ce que partager. Enfin, voilà, ouais. Tu parlais de partage, tu parlais de choses comme ça. À travers l'éducation. Le partage, c'est pas juste, important. Je mets ça à disposition, démerdez-vous. C'est aussi, on va se rencontrer, on va regarder. Alors voilà, et du coup de rencontrer d'autres personnes, et d'un coup deux docteurs qui ne se seraient jamais rencontrés d'une autre manière, ou en tout cas beaucoup plus compliquée, d'un coup se disent, ah mais tu travailles là-dessus, ah bah attends, on va peut-être faire un troisième truc, chacun son truc, vrai truc synergique, fusion, et après voilà, non mais et faire un truc formidable. On est quand même dans un marché de niche, tout le monde se connaît grosso modo. Oui, le monde est petit. C'est assez rare de pas au moins connaître un nom ou une thèse, machin. C'est un peu plus compliqué dans le domaine de la prod, ça forcément, hein, tu peux avoir un infoc qui travaille sur, je sais pas moi, Substance et ZBrush, qui rencontre un autre infoc qui travaille avec le même logiciel, qui n'ont pas la même méthode, ils se rencontrent, ils boivent des bières ensemble, ils font, ah ouais, en fait c'est cool. Il y a quelque chose à faire de différent. Tu citais un truc à l'instant qui était vachement intéressant, Bibi, l'éducation là, tu disais ça à l'instant. En fait, les écoles, alors je parle pas des universités, mais les écoles qui font de l'enseignement dans le domaine du computer graphics, là, du CGI, elles apprennent pas aux élèves quel est le tissu industriel et économique en France dans ce domaine-là. Elles n'apprennent pas toujours, pas toutes les écoles, mais pas toujours, que oui, effectivement, on peut se mettre en groupe sur un sujet en dehors du taf pour en parler autrement. Elles ne prennent pas aux élèves de devenir volontaires dans une association pour aider à fabriquer un événement, ou très peu, pas toutes les écoles évidemment. Malheureusement, on a pas mal d'écoles qui font juste des suites de tutoriels. Et je trouve ça vraiment dommage. En fait, c'est plus que vraiment dommage. C'est dégueulasse. T'as payé 1000 balles une école pour suivre des tutoriels que tu pourrais trouver gratos. C'est vrai que c'est rarement accessible en plus, ce genre d'école, des trucs comme ça. Ça m'énerve. Il y a surtout telle ressource sur Internet aujourd'hui qui est déjà folle. Et t'as des gamins, je suis désolé, je les appelle des gamins, qui sortent dans le marché du travail, qui sont désemparés parce que ils ont appris plein de choses, mais c'est pas du tout utilisable en prod. Ouais. Et du coup reçoivent
ce moment-là de leur vie comme une forme de déclassement parce que du jour au lendemain, ils doivent soit changer de métier, soit faire un truc qu'ils n'avaient pas du tout prévu. C'est compliqué quand même à vivre, surtout quand tu t'es galéré à te stresser la nouille pour finir un film d'animation en temps et en heure ou finir un truc. Des fois, t'as des écoles qui font des projets complètement fous. Ou des trucs comme ça. Ou des nuits blanches aussi qui se passent. Des choses comme ça où tu n'as pas mis du tien. Ouais. Et du coup, tu y as mis de ta personne. Pour le coup, t'as appris the hard way, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Le truc que t'as appris, c'est que quand tu le veux, quand tu donnes de l'effort, bah, t'as le fruit de ton travail. Alors, il y a un truc qui commence à se faire, et bon, moi, ça m'agace un petit peu parce que c'est plus difficile après pour les associations d'avoir les droits sur la diffusion de certains métrages, mais t'as des écoles qui permettent aux élèves de diffuser leurs courts-métrages sur des plateformes de VOD. Ok. Et du coup, récupère les droits. Et quand une boîte récupère des droits, bah du coup, il n'y a plus aucune association qui est capable de le diffuser, donc je suis un peu déçu. Appel à toutes ces boîtes de publication qui nous empêchent de diffuser des films d'étudiants. Si vous voulez faire ça gratos pour les assos, je suis chaud. Donc tu vois, c'est pas un cercle vicieux, mais y a quand même des raisons économiques qui font que des fois ça marche pas bien. Oui, et puis il y a des bâtons dans les roues qui se créent là où il y en a pas besoin non plus, quoi. Ouais. Et puis sinon, t'as aussi toutes ces associations de chercheurs. Je pense à la FIG, à la FRV, dont certains financements disparaissent parce que c'est plus dans l'air du temps pour des agences un peu plus comment dirais-je, pas importantes, mais d'autres associations qui les gèrent de près ou de loin. Moi, j'ai par exemple cet exemple qui m'a touché particulièrement, c'est le GT rendu qui était organisé par la FIG, qui était traditionnellement dans une université à Paris et pas cofinancé, mais pas loin par le CNRS. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'ils ont décidé que c'était plus comme ça que ça devait fonctionner. Et oui, je trouve ça nul, parce que bon, bah, j'étais rendu, c'est le groupe de travail sur le rendu. On avait deux jours ou un jour avec des chercheurs sur Paris pour discuter rendu un peu technique. Ouais. Voilà, il va falloir faire autrement et. Vous avez un Discord pour ça. Bon bah voilà, c'est bon. Non mais voilà. C'est super. Non, d'accord. C'est pas super. cool. En plus, le truc, en même temps, t'as Allegorithmic qui se fait racheter par Adobe, et du coup, t'as plein de chercheurs super cool qui changent un petit peu d'orientation. Enfin, en tout cas, leur intérêt, leur priorité, c'est plus forcément les mêmes. Et on se demande où ils sont tous ces chercheurs. Oui, ils sont dans des solutions propriétaires et ils sont plus dans de la recherche et dans du partage. J'ai envie de dire parce que non mais si la France est pas capable de donner suffisamment de thunes à un chercheur pour le garder proprement, bah c'est normal qu'il parte chercher un salaire et une vie plus clémente ailleurs. Ouais. C'est dommage. Mais bon, la vie, quoi. Mais c'est une conséquence de cet état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour que ça change? Pour qu'il y ait justement, enfin voilà, que... Honnêtement, je pense qu'il y a un problème de génération, là. Je pense que les méthodes de communication et les habitudes des gens qui décident, ça a changé trop vite et du coup ça marche plus. Il y a un truc qui marche pas là. Et d'un côté t'as des boomers ou des vieux, comme moi, des gens qui ont des cheveux gris. Je vois pas de quoi tu parles. Et qui décident, qui comprennent plus les néophytes, ou en tout cas qui ne comprennent plus les jeunes, avec des les jeunes, ça. Et du coup, on a l'impression de dire, de toute manière, on nous a demandé de faire attention au budget, donc on va faire attention au budget. C'est qui ceux-là? Ils sont pas nombreux, vas-y, on s'en fout. Tu tèges une ligne budgétaire d'une quinzaine de personnes. Ok, ça te paraît trivial, parce que tu gères des trucs super importants, mais en réalité, t'as juste coupé les ressources pour faire des événements sympas, ou pour dynamiser un domaine d'activité qui est pertinent, puisque ce sont des réalités économiques pour pas mal de boîtes et énormément de personnes. Je sais pas combien on est en tout dans le domaine en France, mais on a dépassé les 10K, je crois. Wow. Ouais, on était autour de 8000 il y a 4 ans. Là. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Après, il y a un turnover qui est pas mal, notamment chez les opérateurs.
Parce que, voilà, réalité économique aussi, il y a un moment donné où, quand t'as envie d'acheter un appart et que t'as des gamins et du coup, voilà, et tu travailles plus à la piche comme avant, t'as pas envie de faire des nuits blanches parce que t'en fais déjà. Et du coup, tu poses réellement la question, est-ce que je décide de continuer à travailler pour une boîte de VFX où c'est absolument génial, j'adore ce que je fais, je suis hyper compétent, ou est-ce que tu prends un petit taf avec le même niveau de salaire, mais tu finis à 18h, tu fermes le laptop et c'est bon, quoi. Waouh. Ça pose la question. Ouais, Et c'est une réalité pour pas mal de gens. Je pense que c'est une émission entière d'ailleurs qu'on pourrait faire là-dessus parce que c'est un sujet qui est très important d'ailleurs. L'investissement. Et après, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment besoin d'un investissement énorme à part de ton taf pour ce genre de choses? Pour fédérer, tu veux dire? Pour fédérer. Et pour... En fait, c'est... Enfin, tu vois, Pas s'il Roger, y a hein. une association... Hein? Pas Roger, hein. Pas Roger. Oui, Roger Federer. Oui, c'est non, pas non, un c'est jingle bon, c'est bon. spécial pour ça, là. Faudrait qu'on la pense. C'était la blague à Bibi. The Baby Jokes. En fait, une association, comme son nom l'indique, il faut que tu sois plusieurs. Ouais. Il faut trouver donc plusieurs personnes capables de donner un peu de leur temps personnel pour pouvoir faire l'association. Et c'est quoi ce temps personnel? C'est fabriquer des événements, faire des réunions, enfin c'est pas grand-chose en soi, mais si t'es tout seul, c'est la loose. Mm-hmm. Parce que au moins tu dois avoir un président, un trésorier Et un secrétaire. Et bien souvent dans les assos, en fait le président qui fait tout. Et je suis désolé, on a tous un taf, on a tous une vie à côté. Plus une nuit blanche à gérer. Voilà. Parfois, c'est juste impossible quand tu te retrouves tout seul dans une asso parce que les gens se proposent et sont élus. Et si au final ils font rien, t'es en galère, quoi. Tu dois tout faire et tu t'improvises pas président d'une asso comme ça avec la des droits. Il y a des choses à apprendre, basiques, mais il y a des choses à apprendre. Et tu peux être hyper pertinent dans ton domaine d'activité. Ça veut pas dire que tu vas être très bon à gérer un événement ou à gérer une association. C'est des travaux qui sont complètement différents. C'est un métier aussi à part entière parfois. Il y en a qui en font des métiers. Oui. Il y en a qui en font des métiers. Et puis en plus, c'est... Je crois que le CNC est une association à la base. Donc, quoi donc? Je crois que le CNC est une association. Ah ouais. D'accord. Enfin, il y a plein d'assauts comme ça. Mais non, puis en plus, je veux dire, c'est quand tu t'investis dans une association en étant membre ou en étant dans les comme tu disais dans les trois ou 6 d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des co-présidents, machin. C'est effectivement un investissement, donc il faut que tu fasses des choses, mais tu n'es pas obligé de faire des choses 4 heures par jour. Mais non. Enfin, déjà, juste un petit peu, 2 heures par semaine, c'est déjà pas mal. C'est génial, même. C'est énorme, déjà. C'est super. Ne serait-ce que de faire un visuel pour une newsletter ou participer, je sais pas, moi, à appeler toutes les salles de concert, les bars, pour savoir où est-ce que tu peux diffuser la 3D ou des trucs. Rien que ça prend un temps qui est non compressible. Et juste aider à faire ça, c'est super cool. Donc c'est une certaine organisation. L'association, c'est quoi? C'est quelque part, c'est la volonté de faire société et du coup de participer à un objectif commun. Le truc, c'est qu'il y a un manque de compréhension de qu'est-ce qu'une association du public, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller sur YouTube ou de taper des mots-clés dans Google pour avoir accès à une information que ça l'était par le passé. Par le passé, il fallait transporter les vidéos 3D par Betacam avec des coursiers spécifiques et signer avec ton sang pour avoir accès à 2 minutes 30. Voilà, non mais ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube et t'as déjà du 4K et tout va bien, merci madame. C'est passé directement de l'ordinateur du créateur au spectateur. Du coup, dans ce cadre-là, ouais, c'est un peu chelou. Mais faire société, c'est important. Parce qu'il y a déjà le côté sympa de communier un petit peu avec des gens qui sont dans le même domaine que toi, mais il y a toute cette richesse que tu peux retrouver à participer à quelque chose, à avoir une aventure commune sur une thématique en particulier. C'est même beaucoup plus intéressant de participer à la création d'un event que de participer à l'event lui-même. Parce que t'as galéré pour chercher la bonne salle, le bon métrage, la bonne personne. Il y a des histoires qui se créent. Ça peut être super cool. Il y a le Before, il y a l'Alfeder aussi, qui sont toujours assez sympas. Et c'est pas forcément des trucs d'anthologie, mais
t'as des rencontres qui se font, t'as des amitiés qui se créent, enfin des souvenirs, des choses comme ça. Va au-delà, au-delà du boulot. Au-delà de juste, t'as envie d'en savoir plus sur un domaine d'activité, ou t'as envie de briller un peu plus, parce que voilà, quand tu fais un event, c'est aussi ça. Tiens, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que dans les auditeurs, on a des gens qui n'y connaissent rien non plus à la CG ou quoi que ce soit. Est-ce que les gens qui sont curieux ont leur place aussi? Mais carrément. Enfin, moi, il y a eu des gens au Paris CMC Graph, typiquement, qui avaient rien à voir avec la 3D, mais qui ont été des membres actifs pendant des années et des années. Et je les remercie tendrement, d'ailleurs, parce que sans eux... c'est trop cool. Voilà, la aurait pas résisté comme ça. Mais et ouais, tu peux juste être curieux et venir, c'est cool déjà. Ouais, bah c'était une vraie question parce que du coup, là on est un podcast orienté CG, etc. Mais la volonté est aussi d'ouvrir et de pouvoir l'ouvrir à des gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, qui sont pas du tout familiers avec ce monde-là, qui est un monde de passionnés. L'autre fois, j'ai discuté avec un mec, pâtissier, le garçon, et en fait, il savait que je faisais un petit peu de 3D, et il me chauffe sur les impressions 3D. Est-ce que je peux mettre de la crème pâtissière dans une imprimante 3D et faire des trucs avec Et j'avais vu un papier avec du chocolat comme ça, là. Ouais. Et en fait, il s'est acheté une imprimante 3D, il a essayé de faire le truc, je sais pas où il en est exactement, là, mais il veut absolument fabriquer des pâtisseries avec des impressions 3D. C'est pas lui qui a foutu le feu à Notre-Dame? Non, je pense Non, mais t'as des gens qui arrivent à faire des grands écarts entre les domaines, c'est assez hallucinant. Non, mais c'est génial, c'est super cool parce que du coup là il est pâtissier, c'est ça? Ouais, donc c'est pâtissier geek, ça existe. Bah c'est génial. Comme quoi. Ouais. Alors justement, tu viens d'évoquer le nom ACMC Graph. Yes. C'est quoi concrètement, globalement, dans le monde? Est-ce que tu peux nous refaire une petite définition de ce que c'est que le SIGGRAPH, l'ACM, etc. La question, quelques mots. Il nous reste 10 minutes et tu me fais une question comme ça. Ouais, alors, ouais. ACM, c'est Association for Computing Machinery. C'est l'association de professionnels et étudiants autour de tout ce qui est ordinateur. D'accord. Pour la faire simple. Pour la faire Computing Machinery, c'est-à-dire c'est une association mondiale. Elle est américaine à la base, mais ça recense énormément de chapitres tout autour du monde. Très axé US quand même, mais c'est lui le premier à l'avoir fait. D'accord. Il y a des chapitres, donc t'as un ACM pour les gens qui font du design, de l'UX design, pardon. T'as des ACM pour des gens qui font de la recherche médicale, t'as des ACM pour plein de trucs. Il y en a un, c'est SIGGRAPH. SIGGRAPH, c'est la partie graphique, c'est-à-dire la fabrication d'images, avec un ordinateur. Et ACM SIGGRAPH produit un événement annuel qui est la grande messe avec l'Eurographics des technos qu'on utilise. C'est un pèlerinage complet pour tous les gens du milieu, là. Pardon ? C'est un vrai pèlerinage pour les gens du milieu. C'est Oui, c'est un pèlerinage dans le sens où tu te retrouves pour la première fois de ta vie avec des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans ton domaine et on te présente des trucs innovants, passionnants, énergisants pendant presque 3-4 jours en général, et puis souvent il y a un after et un before. Avec autour du salon des events liés aux gros industriels du domaine qui vont avoir envie de parler de telle chose, et du coup tu vas au salon, le soir tu manges avec des gens qui travaillent dans le domaine, la nuit tu fais d'autres events sur des technos de foufou, t'en prends plein les yeux pendant 4 jours, t'es érudit, alors c'est ce dont on avait parlé la dernière fois qu'on t'avait reçu, justement, ce fameux événement. Mais du coup, il est organisé par qui, cet événement? Alors, l'association ACM SIGGRAPH, c'est une asso américaine. Voilà. Qui est organisée en chapitres liés à des villes, pas à des pays. En France, on avait Paris ACM SIGGRAPH qui était une asso qui faisait la promotion, qui est une asso qui fait de la promotion de l'informatique graphique au sens large. T'as d'autres ACM qui sont liés plus à des universités dans certaines villes. Historiquement, c'est lié aux villes pour des raisons. Enfin, c'est lié parce que la forme de la géographie américaine, ça a plus de sens de faire ça par ville que par pays. Mais s'il y en a un côte est, côte ouest, ce genre de trucs. Ça permet d'aider un doctorant qui voudrait publier un papier à faire le voyage, parce que voilà, les paiements de tes adhésions permettent de donner une petite bourse pour payer ton avion ou ton hôtel pour aller de l'autre côté du monde présenter ton papier. Il y a deux événements, il y a le SIGGRAPH Asia et le SIGGRAPH d'origine qui est aux États-Unis.
Vancouver, Los Angeles, Washington, avait été prévu pour Washington au début du Covid, puis en fait ça n'a pas été fait. Mais c'est souvent une année côte est, une année côte ouest. D'accord. Et c'est là qu'on voit tout le monde. C'est assez marrant parce que c'est là qu'on voit, enfin, quand je vais au SIGGRAPH, c'est souvent là où je vois tous les Français, parce qu'ils sont tous sur place et du coup c'est plus pratique de se voir sur un SIGGRAPH que de se voir à Paris, quoi. Ouais. Et pourquoi il y en a pas à Paris, à Alors, Berlin, pourquoi il y a pas un morceaux. ACM SIGGRAPH? Parce que tu dis il y en a un en Asie, il y en a un aux Ouais. États-Unis, pourquoi il y en a pas un en Europe? Il y a- On a quand même, enfin, on en parlait encore avec dans l'émission de la VES. Ouais. Il y a à Berlin, il y a à Londres, il y a Paris, il y a quand même des énormes pôles Alors, en Europe. Ouais. Bon, Moi, l'Angleterre c'est autre chose, Brexit, ça lui. Il y a des raisons qui doivent m'échapper. Tu sais, l'histoire de SIGGRAPH Europe, je la connais pas en entier, hein, je connais juste des morceaux. Ce que je peux constater, c'est que t'as des salons en Europe qui ressemblent à ce que pourrait faire le SIGGRAPH. Mais ça s'appelle pas SIGGRAPH, c'est tout. Oui, c'est FMX, ce genre de FMX, choses. Eurographics, t'as des journées sur telle thématique, je pense aux journées de la couleur. Non mais c'est con, mais c'est vrai. La journée de la couleur. T'as des trucs autour du jeu vidéo là, soit c'est organisé par des marques de logiciels, t'as la GDC, tout. Ouais. Ça existe. C'est juste que c'est morcelé. Oui, Et mais qu'il n'y a pas de grands colloques. Il y a le PIDS aussi qui fait des trucs sympas. On est d'accord, mais il y en a quand même. Excuse-moi, hein, j'insiste, mais je suis chiant. Il y en a quand même aussi aux États-Unis. Il y a le North by Northwest, etc. Non, je dis peut-être des conneries au niveau du jeu vidéo. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont relativement de salons, de colloques, de machins qui sont techniques aussi aux États-Unis de partout, de tout le temps, ou en Asie, etc. Je crois qu'il y a une échelle qui est différente en Europe. Et il y a des industries qui sont spatialisées sur le territoire. J'entends par là que... j'utilise des mots trop bizarres. J'entends par là que t'as des boîtes de prod qui sont typiquement dans telle partie de l'Europe. Du coup, ça n'a pas de sens de le faire de l'autre côté de l'Europe parce que c'est là que ça se passe, quoi. Quel est l'intérêt? Et du coup, t'as des salons qui pop parce que voilà, t'as une dizaine d'industriels qui sont dans le coin. Et du coup, t'as les opérateurs qui vont avec et les gens qui s'intéressent qui sont là. Et du coup, autant le faire là. Et pourquoi l'appeler autrement et faire venir les gens de l'autre côté du monde? Parce que finalement, si leur intérêt c'est la prod d'animation 3D par exemple, pourquoi on demanderait à un docteur bulgare de venir sur place, vu qu'il lui fait du rendu et nous on fait de la prod d'animation? J'imagine. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une segmentation des thématiques qui est beaucoup plus fine, alors qu'aux États-Unis, quand ils font un salon, ça tape beaucoup plus large, et t'as une partie pour un public, pas forcément d'experts, qui en prend plein les yeux et qui est très content comme ça, et t'as une partie pour un public plus d'experts qui sont vachement moins nombreux, et du coup ça a peu de sens de faire des gros trucs. Quand tu vois, hein, par exemple, je prends un exemple par rapport à ce que je connais, mais tu prends un Laval virtuel, ça va intéresser les gens qui sont experts du domaine de la réalité virtuelle, augmentée, XR, etc., etc. Le Laval à côté de Montréal, c'est ça? Non, le Laval en France. Ah ouais, il y a un Laval en France? Oui. Et ouais, il y a un salon qui s'appelle Laval Virtual Mais je le connaissais pas du tout, celui-là. D'accord. Ouais. Bah, ok, bah, tu vois, ça existe. Et en fait, On c'est mettra connu. le lien. Pourquoi? Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est connu des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Parce que, forcément, pour se faire connaître, tu fais un petit stand et t'as besoin d'exister. Il y a une école qui fabrique des gens pour ce domaine-là. Donc, forcément, t'as les étudiants qui vont avec. Et t'as un micro-tissu industriel parce qu'il y a la région qui finance un peu, blabla. Il y a un pôle, ouais. Ouais, il y a un pôle à ce niveau-là. Et tu vois, tu le connais pas. Bah ouais. Pourtant, t'es un gros geek de la 3D, toi aussi. Ouais. Et du coup. Mais du coup, alors, est-ce qu'un SIGGRAPH Europe ne permettrait pas justement ça? De réunir avec plusieurs champs, avec plusieurs, tu vois, une espèce de vraiment de gros trucs qui permettent de Très faire sincèrement, tout ça. je pense qu'il y a de la place pour un SIGGRAPH Europe, mais peut-être pas tout de suite. L'expérience de SIGGRAPH Asia est absolument géniale, dans le sens où on voit que cette communauté-là, qui a des problématiques bien particulières, se fait un salon qui est complètement différent de l'identité du salon américain. Ouais. Et merci très bien. Par contre, il y a un effet aussi que j'ai pas encore bien, j'ai pas conclu là-dessus, mais il y a moins de personnes qui vont sur SIGGRAPH Asia que sur SIGGRAPH US, peut-être pour des raisons historiques. Si un jour il y a un SIGGRAPH Europe qui pop, moi je dis pourquoi pas, ça peut être un conglomérat de plusieurs events en même temps, sur une ville en particulier, ça serait assez cool pour les villes. Là, faudra voir au niveau européen de quel type de comment dirais-je,
budget on peut récupérer de cette manière-là, parce que ça coûte cher de fabriquer un event de cette taille-là. Parce qu'il faut la salle adaptée. Aux États-Unis, ils savent faire ce genre de salle. En France, je sais pas. Oui, il y en a, mais Oh, il peut y en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il faut qu'il y ait l'association, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des gens qui adhèrent à cette association. Il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent un minimum. Donc, et puis ça fait, enfin, clairement. Qu'est-ce qu'on lance, bordel de Dieu? Ouais, mais monter un truc comme ça demande aussi d'avoir un temps plein sur minimum un ou même plus sur la gestion de ce type d'événement, parce que c'est balèze d'organiser un événement mondial. On est d'accord. Ça n'a rien à voir avec 50 pélos dans une salle de cinéma. Tu voudrais dire qu'il faudrait déjà essayer d'avoir une identité à une échelle plus petite. Bah déjà on commence tranquille. Ouais, c'est ça. On remplit la salle déjà. On remplit la salle. Ça serait pas mal. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut refédérer, en sortie de Covid il faut refédérer. Il y a toutes les associations qui ont périclité pendant 2 ans, là il y en a énormément, les nôtres aussi. Il faut refédérer en repartant par la base, à savoir les étudiants, pour leur dire qu'on existe et oui on sert à quelque chose. Parce que pour un étudiant, adhérer à une association telle que celle-ci, ça veut dire être proche des industriels et du coup c'est un carnet de contact aussi souvent. Commencer à se faire son carnet de contact, d'adresse, ou ne serait-ce que d'avoir une image un peu plus, j'ai pas envie de dire pertinent parce que c'est le mauvais mot, mais différente que celle qu'on puisse avoir en cours, qui est justement que adaptée sur les technos, alors que quand on est sur une conférence ou un événement d'association, ça va au-delà de juste la connaissance technique. Oui, puis c'est moins académique, c'est aussi... C'est moins académique, ouais. Ça peut l'être, ça dépend des tickers, mais... Oui, ça peut même aller plus loin, parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait des ressources très importantes sur Internet pour pouvoir plus ou moins s'auto-former, et potentiellement, ça pourrait être des portes d'entrée pour des gens qui voudraient faire ça de manière professionnelle aussi. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, mais moi, j'ai trouvé un post sur un event. Ah ouais, voilà, donc c'est génial. Je dirais que j'ai assisté à une conférence c'était sur de la VR, je crois. Je rencontre un gars, on boit des coups ensemble, et puis au final, je me fais embaucher 1 mois et demi après, quoi. Incroyable. Comme quoi. Mais voilà. Donc fédérons. La FTR des events, c'est toujours sympa. Ça a tendance à partir un petit peu des habitudes, mais moi j'aimais beaucoup le fait de pouvoir grignoter, surtout quand j'étais étudiant, que j'avais pas beaucoup de thunes, grignoter gratos 2-3 petits fours et voir une bière tranquille, de pouvoir échanger avec des gens, de pouvoir découvrir des nouveaux trucs. Et puis du coup, comme je disais tout à l'heure aussi, si on arrive à potentiellement comme tu dis, fédérés, que ce soit étudiants, professionnels ou même, je dérive un peu, mais passionnés ou autres. Il y a plusieurs, il y a la recherche, il y a les professionnels, il y a les étudiants. En fait, tu viens de dire un truc super intéressant. Passionné. Oui. Que tu sois étudiant, docteur ou opérateur dans n'importe quel domaine, on reste des passionnés. Oui. Donc, à un moment donné, on fait ce truc-là parce que on kiffe le faire. Ouais. Et t'es docteur, pourquoi? Parce que t'es curieux, parce que tu kiffes chercher. Ouais. Et notamment dans le domaine de l'image. Oui. Tu deviens animateur parce que tu kiffes l'animation et que tu kiffes faire bouger des pixels sur ta tablette ou ton écran. Et est-ce que c'est pas ça le rôle au final, c'est de créer cette synergie avec toutes ces entités, toutes ces différentes personnes qui ont de commun cette passion et des approches différentes d'un même outil qui est aujourd'hui la CG, quoi. Alors, oui, ça me paraît assez évident de dire oui. Historiquement, l'association Paris ACM SIGGRAPH, c'était pour promouvoir l'image de synthèse au sens large. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de promouvoir l'image de synthèse au sens large, elle est partout. Donc oui, faut se renouveler, faut refaire des vœux, faut essayer de dépasser tout ça. Moi, j'ai un parti pris qui est pas facile à appréhender pour moi parce que je suis un professionnel de l'image, je suis pas un professionnel de l'event ou de la sociologie dans le domaine de l'événementiel. Dans le domaine de l'image. C'est comment on structure une industrie qui galère à avoir des noms de métiers cohérents, de boîte en boîte. Tout à l'heure, on parlait en off, qu'est-ce que ça veut dire infographiste 3D, et je disais, mon parti pris, c'était de dire que infographiste 3D, ça veut dire ouvrier, mais juste dans un domaine en particulier. Et je rebondissais sur qu'est-ce que ça veut dire TD. En fait, des TD, t'en as un milliard t'en as pas un milliard. T'en as énormément de formes différentes, et des fois c'est des devs, des fois c'est autre chose. D'ailleurs, c'est des devs. C'est un problème en soi, parce qu'on n'arrive pas à se structurer, alors que, la prod d'image de synthèse, c'est relativement... il y a un pattern qui est le même dans tous les domaines. Il y a des syndicats, il y a des noms de postes aussi, et des fiches descriptives. Ouais.
Ouais, il y a C'est ça, ça mais, qui est fou. mais Et on c'est se peu retrouve- on se connu retrouve, aussi. Tu vois que tout à l'heure, tu me posais la question, c'est quoi ton métier? J'ai mis 10 minutes à l'expliquer. Oui, oui, parce que je serais tu fais plein de incapable choses. faire la même Ouais, chose aussi, bien hein, sûr. C'est clair que... Et rassemble. Et rassembler tout ça, et essayer de donner un souffle sur l'identité de notre profession, c'est à mon avis essentiel. Bon, maintenant, il faut trouver les gens qui ont envie de participer à au même effort commun, au même effort de groupe, et de faire société, de faire association, quoi. Fédérer, parce qu'il y a plusieurs associations. Pourquoi Ouais. ne pas les fédérer? Et Roger? C'est une... Oh merde, tu nous fais chier. Pourquoi ne pas les nadaliser? Non, mais oui. Après, c'est peut-être un appel. Je fais peut-être ça un peu dans le vent et un peu... c'est mon côté utopiste, ma fleur au fusil, mais... Putain, s'il y a besoin d'un élan, allons-y, quoi. Non, mais d'accord, ok, allons-y, vas-y. Donner des coups de pied au cul à tout le monde. C'est parti. On envoie des mails et puis on fait un truc. Non, d'accord. Mais après, il y a aussi des réalités économiques qui font que une association peut pas aller en directe concurrence avec un événement privé. Et on n'a pas envie de tuer les événements privés du tout. On a envie justement de participer en apportant du contenu, en apportant des contacts, etc., etc. Mhm. Bon, ouais, là, on a vécu 2 ans qui étaient un peu difficiles. Faut relancer tout ça. Si vous avez envie de nous aider, venez taper Paris CMC Graph dans Google, tombez sur le site web et puis dites que vous existez, que vous avez envie de participer, ça serait génial. Ou allez voir dans les notes, voir dans les notes de l'émission et vous aurez le lien directement. Grosse émission. Ouais. Dernière question. Je pense à notre camarade Pez parce que c'est le genre de question qu'il aurait posé. Est-ce que ça fait boomer si on parle d'images de synthèse maintenant En 2021 En 2021. Est-ce que ça fait boomer de dire image de synthèse en 2021 Exactement. À la place de du terme américain CG. CGI, etc. Je veux dire CGI, bah oui, forcément. Mais est-ce qu'il n'y a pas un terme, parce qu'image de synthèse, moi j'entends parler de ça depuis les années 80. Oui, ça fait boomer, mais on s'en fout. Les jeunes souvent ils disent CG quand ils parlent d'effets spéciaux en images de synthèse. C'est un raccourci, c'est comme quand ils disent anime, ça veut pas dire cinéma d'animation japonaise. Non, c'est les mecs qui ont fait leur BAFA. Non mais d'accord, ok. Bon, la langue évolue, blabla. C'est un terme qui revient de plus en plus, notamment chez les très jeunes. CG, ça passe, quoi. Donc si c'est CG qu'on doit utiliser, utilisons CG. Ça me dérange pas. Je travaille la totalité de mes journées en anglais. Du coup, c'est pas ça qui va m'embêter. Par contre, il faut cultiver notre langage. Je pense que image de synthèse, c'est un peu plus pertinent que CG, parce que image, c'est bien ce que ça veut dire. C'est une image qui a été fabriquée par des moyens informatique. Merci. J'allais dire computation. Mais et voilà. Alors oui, parce qu'on peut pas dire image numérique, parce qu'une image, une photo prise par son portable, c'est une image numérique. Donc, et en même temps, quand tu dis CG, enfin en tout cas dans ce que j'ai compris, dans la bouche des jeunes qui utilisent le terme CG, j'ai l'impression que ça regroupe aussi le compositing, ça regroupe aussi le color grading, parce que c'est de l'image de synthèse, on est d'accord, mais c'est moins focus autour du terme image de synthèse. J'ai l'impression que le terme image de synthèse est plus narrow. Un peu plus Jean-Claude Van Damme. centré Un peu plus précis, ouais. Un peu plus centré sur alors que le rendering en lui-même. CG ou CGI, bon, ça marche bien aussi, mais c'est beaucoup plus large. Bien sûr. Et après, et en même temps, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, il y a une notion de médias amusants. C'est-à-dire soit du jeu vidéo, soit des effets spéciaux, soit du cinéma. Tu parles de l'entertainment ? T'as remarqué, j'ai voulu. qui est lié à ce terme-là et qui, du coup, de facto, retire toutes les autres images. Ouais. Les images qu'on fait dans le médical, les images qu'on fait pour l'architecture, les images qu'on fait pour la pub. Tu vois, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu enfin, quand tu dis CGI, j'ai l'impression que le reste du monde n'existe plus. Et je trouve ça un peu dommage parce que, oui, dans l'image de synthèse, la 3D en particulier, on ne fait pas que des VFX du cinéma ou des jeux vidéo. Il y a plein de Marvel, il y a plein de trucs qui existent et tout aussi passionnants, voire même des fois carrément amusants. Et je parle pas de Serious Game, là. C'est bon. Tu parles de porte de four, tout ça?
D'accord. J'ai plein d'exemples, mais je suis sous NDA, du coup, je pourrais pas tout dire. Mais C'est pas grave, on mettra C'est tout ça très dans les bien. notes de l'émission. Non, je plaisante. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, Vincent. On aurait encore 1001 choses à dire. Et on me souffle dans l'oreillette que peut-être il pourrait y avoir ce genre de petites émissions un peu plus tech chez CGY. Est-ce que tu teases? on tease ou on tease pas? Bah, on vient de le Vas-y. faire. Merci. En tout cas, merci encore Vincent de toutes ces explications. J'espère que ça a été relativement clair, ou en tout cas très clair pour la majorité des bipèdes, voire pour tous les bipèdes qui nous écoutent. Et puis on se retrouve. J'espère qu'on se retrouve bientôt, Vincent, parce Avec qu'il y a plaisir, encore ouais. beaucoup de choses à Là, j'ai dire. l'impression qu'on n'a pas terminé la conversation. Oh là non. Vu qu'on a fini l'intro. Merci Bibi. Alors, bienvenue sur CGY. C'est reparti pour 12 heures d'émission non-stop. Non, gros bisous en tout cas à tous les bipèdes qui nous ont suivis. Ouais, merci beaucoup, Doc. Avec plaisir, merci à toi. Et puis encore merci Vincent et à De rien. très Merci bientôt. beaucoup. Salut les Merci bipèdes. En de tout ton cas, temps. ciao ciao les Ciao. bipèdes. Des Bibi.